Bonjour, bonsoir, au microphone Bruno Guglielminetti. Bienvenue à cette édition de Mon Carnet. C'est l'édition du vendredi 21 février 2025. Cette semaine, je vous propose une rencontre avec l'auteur du livre Après la tech qui vient de tout juste de paraître. On parle du forum Off numérique qui va se tenir la semaine prochaine à Québec. On parle d'un nouvel outil québécois pour aider les organisations à se raconter en utilisant l'IA. Et puis, on parle également de ressources humaines, toujours dans le contexte de l'intelligence artificielle. Il y a Luc Dupont qui passe nous voir pour nous parler des 20 ans de YouTube. Et du côté de mes collègues, il y a Stéphane Berthomet qui va nous parler d'un nouveau microphone qui fait tourner des têtes et des voix. Stéphane Ricoul, de son côté, explore la fiscalité adaptée à l'économie numérique. Et puis, il y a Jean-François Poulain qui va nous proposer un échange sur l'ergonomie et l'ingénierie des facteurs humains appliqués au secteur aéronautique. Alors voilà le programme de Mon Carnet cette semaine. Permettez-moi de saluer 5 auditeurs de Mon Carnet. Salutations toutes particulières cette semaine à Yves Daigle, Marc Lévesque, Jean-François Dulac, Sam Martineau et Julie Breton. Merci à ces 5 auditeurs pour leur écoute et puis merci à vous que je n'ai pas nommé mais qui m'accueillez présentement entre vos deux oreilles. Je suis très heureux d'être là avec vous. Puis à tous, je vous souhaite une excellente écoute. Allez, direction Paris pour aller rejoindre Jérôme Colombin. Le débrief transatlantique. Salut Bruno Guglielminetti à Montréal. Salut Jérôme Colombin à Paris. Tu as une drôle de voix. Où es-tu exactement aujourd'hui? Je suis à Chambly. Je suis en train de donner une conférence et je me suis dit, tiens, je vais aller parler avec mon ami Jérôme pour voir ce qu'il a dans son podcast cette semaine. C'est une très bonne idée. Bah écoute, moi j'ai du robot cette semaine. Ouais, hein, on vient d'entendre ça. Voilà, donc j'ai rappelé notre consoeur journaliste en Chine pour qu'elle me parle un peu de ces fameux robots Unitree, 2 modèles de robots humanoïdes qui ont donc été commercialisés. Alors il y en a plus, d'ailleurs ils sont en rupture de stock, mais pour la première fois, eh bien des particuliers peuvent l'acheter, donc ils en ont vendu déjà beaucoup, qui seront livrés prochainement. Et je trouve que c'est quand même vraiment intéressant cette histoire de robots humanoïdes, parce que comme moi, c'est quelque chose que tu suis depuis longtemps. Et est-ce qu'on a l'impression qu'on arrive quand même un peu à une nouvelle étape, non, actuellement? Qu'est-ce que t'en penses? Oui, puis c'est intéressant que tu le présentes comme ça parce que dans le fond, j'ai l'impression que Optimus de Elon Musk a relancé en Amérique du Nord, en tout cas du moins, il y avait comme un désintéressement par rapport aux humanoïdes, aux robots humanoïdes. Ouais. Et de voir l'Optimus gambader la première fois, qui était interprété par un humain, et par la suite, on a vu qu'il commençait à faire des choses, même s'il est toujours assisté par des humains, ça reste que ça éveille un certain intérêt. Et quand on commence à regarder ce qui se fait ailleurs sur la planète, particulièrement chez les Chinois, et c'est pas une coïncidence que tu parles à ta collègue en Chine, c'est que les Chinois sont tellement avancés au niveau des robots humanoïdes. Bon, il y a des trucs qui se passent en Europe, là, mais selon moi, c'est vraiment ce qui est en train de se préparer en Chine, et ils vont arriver à l'offrir à des coûts qui n'ont rien à voir avec ce que les gens pourraient payer. Eh oui, 15 000 €, à partir de 15 000 €. Enfin, ça, c'est le petit modèle, parce que le grand, il y a plus de 90 000 $. Hein, donc, mais quand même, ça commence à être quelque chose d'abordable, en guillemets. Exactement. Mais alors, tu sais qu'il y a, je regardais, il y a 160 entreprises environ dans le monde qui fabriquent des robots, et il y en a 60 en Chine. Mais il y a des trucs qui, je trouve, sont très attirants quand on voit les vidéos des Unitree et autres. C'est la mobilité qu'ils ont acquise. C'est incroyable pour des volumes qui sont assez raisonnables aujourd'hui. Avant, rappelle-toi, c'était des grosses machines. Aujourd'hui, on arrive à faire des mouvements à faire des mouvements à des machines qui sont beaucoup plus fines, qui sont vraiment androïdes, qui sont presque comme un corps humain. Et est-ce que tu as vu également cette entreprise en Pologne qui a mis au point, qui est en train de travailler, elle, sur un robot avec des vrais muscles, enfin en tout cas avec des vrais faux muscles? Ouais, mais là, ça devient malade. Parce que quand tu vas, oui, la preuve que oui, j'ai entendu, j'ai même été faire un tour sur leur site web cette semaine. Voilà, c'est Clone Robotics. Exactement, mais ils sont malades. Écoute, ils sont en train mais ils sont en train de te préparer un robot avec des simili-muscles.
Bon, ça peut aller. Mais là, il te présente ça. Je sais pas si, dans le fond, la version qu'ils vont vendre, ça va arriver avec ça, mais ils te disent, quand ils présentent leur robot humanoïde, qu'il a un système d'organes synthétiques. Mais là, est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, une fois par année, on va aller chez le médecin pour aller prendre la santé de son robot? La visite médicale du robot. Ben attends, mais de toute façon, c'est des machines, donc il y aura des réparations à faire. Ouais, je comprends, mais tu veux pas amener ça chez un médecin parce que son foie virtuel ou son cœur fait de l'arythmie, là. C'est une machine. Et c'est là où on commence et on sent bien que c'est une histoire de marketing, mais faut faire quand même attention. Tu sais, il y a le robot qui va servir à quelque chose, comme celui dont tu parles avec ta collègue cette semaine. Et de l'autre côté, tu as aussi des robots qui ne sont pas humanoïdes et qui servent à faire aussi d'autres choses. Oui, mais pas à la maison, Bruno. Un robot à la maison. Ben, pense à ton petit robot, notre bien-aimé chez Samsung. Bali. Oui, enfin qu'on attend toujours, et qui sera juste une caméra sur pattes finalement et un jouet pour amuser les chats. Ouais, avec quand même un projecteur. Mais quoi, c'est cool. Bon, il y a aussi l'aspirateur robot, etc. Non, mais je pense que le robot humanoïde, c'est incroyable. Écoute, l'autre jour, moi, j'étais parti courir, voilà, petit footing, et j'avais pas de copain avec moi, et je me suis dit, tiens, mais tu vois, si j'avais un robot, il courrait avec moi. Puisque le Unitree, il peut courir, il peut le petit modèle, il peut courir à la vitesse de 7 km/h. Donc moi ça me va, c'est à peu près ma vitesse. Et puis tu as le gros modèle qui lui peut courir à 12 km/h et qui va même d'ailleurs faire le semi-marathon de Pékin prochainement. Ouais, mais entre-temps, Jérôme, les premières courses, tu t'imagines que tu seras en train de le ramasser parce qu'il sera en train d'essayer de se relever dans les rues de Paris. Ou au pire, tout le monde aurait peur parce qu'il penserait que c'est un robot qui te court après. Oui, alors effectivement, il y a ça. C'est-à-dire que moi, j'avoue que... Dans l'acceptation sociale, c'est pas rendu là. L'acceptation sociale, ça va être compliqué parce que tu peux tout imaginer. Imagine, voilà, tu vas... même ce robot qui court avec toi ou qui fait autre chose, qui sort avec toi dans la rue, il peut porter les courses. Ça peut être sympa. Il peut porter les courses, il peut t'ouvrir la porte, il peut te faire des choses comme ça. Si tu as je sais pas, tu vas dans un quartier un peu animé, il peut te protéger. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est un bodyguard robotique. Ouais, mais là, t'es en train de soulever des questions, là. Exactement, je sais. Mais imagine-toi, là, comment il va faire. Déjà, écoute, prends l'exemple des IA génératives. Ouais. Et le pourcentage de marge d'erreur qu'ils ont. Alors, à partir de quand il va décoder une agression envers toi? Tu sais, je te croise, là, ou François Sorel te croise sur la rue, on va vers toi, oh, Jérôme, mais la première chose que tu reçois, c'est un coup de baffe du robot. Un coup de baffe de robot. Regarde, ça va pas, là. Mais ça arrivira, Bruno, ça arrivera. Ben oui, je le sais. Et là encore, moi, je parle de l'aspect défensif, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? C'est l'aspect offensif. L'offensif. Évidemment. Ben oui. Le robot qui va vider le lave-vaisselle à la maison, c'est formidable, mais dès qu'il saura faire ce genre de choses, il sera utilisé dans l'armée, c'est évident. Ben, comment ils le font déjà? Je pense que tu as l'armée américaine, tu as l'armée israélienne qui déjà commence sur des terrains de combat avec... mais il n'y a pas de robot pas humanoïde. Ouais. Non, c'est ça. Mais d'autres formes de robots et qui maintenant embarquent sur le terrain, aident les forces armées des pays. Et ça, l'attaque des clones de Star Wars, on s'en souvient. On est là, exactement. On est à quelques années de ça. On est vraiment à quelques années de ça. Alors, on a l'impression que là, j'ai l'impression qu'il y a des barrières qui ont sauté en termes de ce qu'on appelle la mécatronique, c'est-à-dire vraiment le côté hardware, le côté matériel. Maintenant, il faut arriver à mettre de l'IA là-dedans, parce que si c'est pas assez intelligent, et notamment c'est un peu la faiblesse des robots Unitree, ça ne sert pas à grand-chose. Et la promesse, c'est que ces robots sachent apprendre à faire des choses simplement en nous regardant, en fait. D'ailleurs, c'est ça. Moi, je trouve ça intéressant. La première phrase qu'on nous sort des gens de Clone, là, en Pologne, c'est que vous apprenez quelque chose à votre robot et il le répétera par la suite pour toujours. Ouais. Alors, imagine-toi apprendre à faire la vaisselle à un robot, puis après, tu as la paix pour le reste de ta vie. Ça, c'est le truc délicat. Mais évidemment, ça revient dans ton histoire. C'est qu'est-ce qu'on va lui apprendre d'autre qu'il va répéter. Ça, seule notre imagination peut arriver à bout de la chose. Mais parallèlement, tu vois, on parle des robots humanoïdes chinois et c'est pas banal parce qu'à l'heure actuelle,
sur la planète, moi, je trouve que c'est eux qui sont les plus avancés, en tout cas, qui sont les plus agressifs par rapport à l'intégration de l'IA au sein de ces appareils-là. Et moi, j'ai hâte de voir, je leur donne encore 1 an pour voir quelque chose qui va vraiment faire le mariage entre la robotique traditionnelle ajoutée ou qui carbure à l'intelligence artificielle. Là, on va avoir quelque chose. Mais est-ce qu'on va être content de ce qu'on a? C'est la question. C'est toute la question, effectivement. C'est aussi la promesse, évidemment, de Tesla avec Optimus. Hein. Quand tu vois maintenant avec la nouvelle version de Grok, bah effectivement, Grok plus Optimus, ça fait la créature idéale pour tous les noirs desseins d'Elon Musk, si je puis dire. Mais les Optimus seront sans doute les premiers passagers ou les premiers pilotes des véhicules vers Mars, en fait, des véhicules de SpaceX. On peut seulement se le souhaiter. Très certainement. Bon, voilà, là, on part un peu sur des délires, mais c'est vrai que c'est quand même, c'est assez fascinant parce qu'on est en train de toucher du doigt une réalité. Enfin, elle est presque là, cette réalité. 15 000 € pour un robot. Je vais pas dire que je vais craquer parce que c'est quand même une somme. D'abord, en plus, il y en a plus, mais en même temps, ça fait quand même vraiment envie. On a vraiment envie de goûter à ce truc-là, et en même temps, on voit tout le côté obscur qui se dessine derrière ça. Oui, mais Jérôme, dis-toi que si tu es capable de patienter 5 ans, ça fera partie de ton forfait de télé ou de mobile. Ouais, et honnêtement, je pensais pas voir ça de mon vivant, mais je pense qu'effectivement, on le verra. Donc c'est assez incroyable. Bon, heureusement, il y a des choses beaucoup plus terre à terre, Bruno, hein, des bons vieux petits smartphones. Ah oui, ben là tu penses au SE qui n'existe plus. Bah oui, voilà, l'iPhone SE qui s'appelle plus SE, qui s'appelle 16E. Mais c'est fou parce que à côté de ce dont on vient de parler, ça fait presque alors rassurant, mais aussi ça fait presque old school. Enfin, c'est de la vieille tech quoi maintenant. Ouais. Bon, ce smartphone SE. Mais d'ailleurs, c'est intéressant que tu dis ça parce que du jour au lendemain, quand tu as un humanoïde, un robot humanoïde qui est à côté de toi, là, tu vas pas placer un appel. Tu vas lui demander de téléphoner, tu vas lui demander de texter à quelqu'un pour lui dire qu'on va là, un peu comme quelqu'un qui a un assistant à côté de lui. Oui, ça il lui demande de faire des choses, c'est pas toi qui les fais. On peut le faire avant d'avoir un humanoïde, hein. On pourrait le faire, voilà. Après, c'est la question des IA, des agents, des assistants. Mais non, voilà, cet iPhone SE, je sais pas, est-ce que c'est des choses qui vous intéressent, ça vous interpelle de l'autre côté de l'Atlantique? De ton côté de l'Atlantique? Je veux dire qu'il y a personne qui sont projetés dans les magasins. De toute façon, c'est disponible à la fin du mois seulement, la semaine prochaine. Mais non, moi j'ai l'impression que c'est la dernière chance d'iPhone d'essayer de vendre quelque chose cette année parce que leur nouveau téléphone, le 16, ça se vend pas vraiment parce que la seule raison d'acheter ça, c'est Apple Intelligence. Apple Intelligence. Qui sur la majeure partie de la planète, c'est pas encore déployé. Donc, ça vaut pas vraiment la peine. Et là, ils disent, ah oui, mais maintenant, c'est embarqué avec le nouveau 16E. Mais je m'excuse, si ça fonctionne pas plus, parce que c'est pas disponible. Alors, il arrive en France au mois d'avril, en principe, Apple Intelligence, hein. Est-ce que ce sera en plus tout ce qu'on nous a promis? Est-ce qu'il y aura toutes les fonctions? Est-ce que les fonctions seront à la hauteur? Moi, j'ai vu passer des fonctions de correction d'image sur les réseaux sociaux qui sont pas terribles par rapport à ce qu'on peut faire sur Android. Les résumés sont affreux. Les résumés sont affreux. Ça se passe pas très bien. Hein. Ça se passe toujours aussi mal en fait en matière d'IA pour Apple aujourd'hui. On a l'impression qu'ils sont en train de répéter les erreurs que Google a commis il y a 2 ans et demi quand ils ont lancé trop rapidement leur Bard à l'époque. Heureusement, vous n'avez pas eu à souffrir de ça en Europe, mais non. Moi, Apple aurait dû attendre. Et, de toute façon, ils sont à la traîne. Ils auraient pu attendre encore 1 an pour développer leur système et le lancer à la grandeur de la planète avec moins de problèmes. Mais pour le moment, mais là, ils ont vendu des téléphones qui fonctionnent pas complètement, tu sais, qui répondent pas à la promesse de vente. Alors là, ils se retrouvent avec énormément de clients malheureux qui ont l'impression d'avoir été floués. Oui, après, bon, par définition, c'est des choses qui peuvent s'améliorer avec le temps. Hein. C'est des outils sur lesquels tu peux faire des mises à jour, donc voilà. Mais soyons sérieux, si c'est disponible avant la fin de l'année, on peut s'attendre que le 17 va utiliser un peu Apple Intelligence, mais il faudra vraiment avoir le 18 pour avoir un appareil qui fonctionne vraiment avec tous les bénéfices de l'intelligence artificielle embarquée.
Tandis que les Pixel, donc de Google, et les Samsung, la série Galaxy, eux, ils sont déjà, ou même OnePoint, à OnePlus, pardon, ils sont déjà avec l'IA embarquée qui fonctionne pour le vrai. Oui, et en plus, s'il faut attendre l'iPhone 18, d'ici là, tous les outils d'IA auront encore fait des progrès phénoménaux. Ah oui. Ouais. Ah non, Apple le pas dans le domaine de l'intelligence, et puis faudra voir. Ouais, on a l'impression que là, ils sont en train de marquer le pas. C'est pas, voilà, ils sont sur ces sujets-là en tout cas, et ils sont pas au top du top. Mais permets-moi de te poser la question. De quoi vas-tu nous parler cette semaine? Bah écoute, oui, alors moi je parle effectivement je vais en Chine, hein, puisqu'on vient de l'évoquer, retrouver Shangui Tsang là-bas. C'était juste avant notre entretien pour ceux qui suivent ce podcast dans l'ordre. Et puis je parle également des tendances tech de l'année à venir, qui finalement ne fait que commencer, avec Capgemini qui observe ça de très près et qui nous détaille tout ça. Et puis je m'intéresse à l'intelligence artificielle dans un métier en particulier et son effet sur les avocats, avec le bâtonnier du barreau de Paris, qui est le premier en France à avoir décidé d'équiper, enfin de rendre l'accès à l'intelligence artificielle pour les avocats très accessible, et donc ils ont décidé de financer un outil qui permet, en fait, c'est une espèce de ChatGPT du droit. Donc voilà, on parle de tout cela dans le monde numérique cette semaine. Ben, je lève mon bâton. Tu lèves ton verre? Ouais, de toute façon, oui, à cette décision, parce que ici, ça boite encore. Il y a des cabinets qui l'utilisent, d'autres qui sont encore réfractaires à la chose. Mais qu'est-ce qui gagnerait du temps à l'utiliser? Dans un système bien sécurisé, là, je vois toute la différence quand je parle à certaines boîtes qui en ont et d'autres qui ne l'ont pas. C'est le jour et la nuit. Bien sûr. Mais ça change beaucoup de choses parce que, enfin, ça va changer beaucoup de choses. Déjà, ça oblige les avocats à rester malgré tout hyper vigilants parce qu'on sait que les IA hallucinent. Donc, il faut tout vérifier. Et puis, on peut aussi penser que ces outils-là, ils seront accessibles directement aux clients dans quelques temps, hein. Donc, pour des choses simples, eh bien, le client pourra, mais ça ne veut pas dire qu'on se passera des avocats pour autant. Enfin, voilà. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne fin de journée ou de nuit ou de je sais pas quoi ou de semaine, et puis je te dis à la semaine prochaine. Ben, tout dépend de l'heure à laquelle les gens nous écoutent. Moi, je leur souhaite, et à toi aussi, une bonne nuit ou un bonjour ou une bonne journée. Et puis, à la semaine prochaine. Salut, Jérôme. Salut, Bruno. Si vous désirez suivre l'actualité numérique au quotidien, vous devez vous abonner gratuitement au podcast 120 secondes de tech, animé par Bruno Guglielminetti. Dans chaque édition, un résumé de l'actualité numérique du jour en moins de 120 secondes. Pour découvrir 120 secondes de tech, visitez moncarnet.com ou visitez Apple Podcast, Spotify ou YouTube et cherchez 120 secondes de tech. De retour à Mon Carnet. Très heureux cette semaine d'accueillir mon prochain invité qui est consultant dans la vie et urbaniste de formation et qui vient de publier aux éditions Apogée le livre Après la tech. C'est un livre qui s'interroge sur l'impact du numérique sur la société et l'environnement. Une réflexion sur les enjeux de l'innovation et le rôle des citoyens dans cette transition numérique. On va le retrouver à l'instant. Stéphane Schulz, bonjour. Bonjour Bruno. Pourquoi publier votre livre maintenant? J'ai l'impression qu'il était en gestation depuis un moment et là, il arrive. Est-ce qu'il y a une raison précise qui vous force, en guillemets, à publier maintenant sur le sujet? Alors, il y a une force c'est lié à mon parcours professionnel, c'est-à-dire dans mon activité de consultant, j'ai accompagné beaucoup d'organisations, des entreprises ou des collectivités ou même l'État dans ce qu'on appelait à l'époque la transformation numérique, donc comment tirer parti finalement des nouvelles technologies de l'information pourquoi justement pour améliorer l'expérience utilisateur, pour conquérir des marchés, disrupter. Et puis dans mon activité, je suis arrivé au bout d'un moment à une sorte d'impasse où finalement les inconvénients devenaient plus importants que les avantages à faire simplement cette transformation. Et donc, c'est poser la question de dire, mais finalement, tout ça, à quoi ça sert? Et sachant que moi, dans mon objectif professionnel, avant que je devienne consultant, en fait, a toujours été de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Je travaillais dans le transport public auparavant et je suis urbaniste de formation. Donc, pour moi, ça a toujours été assez évident que le numérique, la transformation numérique devait servir à ça. Et je me suis aperçu que de plus en plus, ça ne servait pas à ça. En tout cas, il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Et donc, j'ai eu besoin de creuser en me disant, mais finalement, comment est-ce que ça pourrait servir à ça?
comment est-ce qu'on pourrait utiliser finalement les bons côtés, la force, le pouvoir de transformation en fait des outils numériques, mais aussi des manières de faire, hein, des process, des méthodes de ces entreprises pour faire le bien. Alors, j'ai pas attention à la définition du bien, en tout cas pour résoudre un certain nombre de problèmes bien précis, qui sont les problèmes qui nous conduisent en fait à atteindre les limites planétaires, puisque je m'arrête pas à la question du dérèglement climatique. Donc, c'est un parcours personnel, mais aussi professionnel, qui m'a amené un peu cette impasse en me disant, mais d'abord, est-ce que c'est possible? C'est une vraie question, et en tout cas, ici, chez nous, en France, et je crois en Europe plus largement, c'est une vraie question qui se pose. Il y a beaucoup de voix qui s'élèvent en disant, mais finalement, derrière le numérique, il y a la tech avec un grand T. Alors, je distingue le grand T, le petit T. Le grand T, pour moi, c'est le big tech chez vous, en fait, hein. C'est vraiment les entreprises de la Silicon Valley, en disant, mais finalement, elles font plus de mal que de bien. Alors, depuis le 20 janvier, on a encore plus Voilà, oui. de doutes. Mais même avant, puisque le livre a été écrit un peu avant, il y avait déjà des questions qui se posaient sur l'empreinte environnementale des activités, mais plus globalement, finalement, sur ce modèle en fait qui est encouragé par la publicité, par la gratuité, par l'hypercroissance de toujours vouloir se développer. Donc c'est un peu pas pour résoudre ces questions, mais au moins pour poser les questions au bon niveau que j'ai écrit ce livre-là, qui m'a servi en fait un peu de recherche et développement personnel, quoi. Je vais revenir au début. Au début du livre, j'aime bien, vous faites le parallèle. Ça faisait longtemps que je ne l'avais pas entendu, puis je trouvais ça intéressant que vous décidiez de faire ce parallèle entre l'imprimerie et l'Internet pour parler de l'impact de l'innovation technologique. J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Oui, alors c'est pas de moi, hein, c'est d'un journaliste qui s'appelle Jeff Jarvis, c'est un des premiers articles que j'ai lu quand j'ai commencé à m'intéresser à ces sujets-là. Alors il citait un autre auteur, John Norton, et il disait finalement, et ce qu'il voulait dire, c'est qu'on ne peut pas prédire en fait au moment où elle arrive, et même quelques dizaines d'années après, quand il y a une innovation comme ça, on ne peut pas prédire son impact. C'est très difficile. Et donc il citait l'exemple de l'imprimerie pour différentes raisons. D'une part, l'imprimerie, en fait, c'est finalement une combinaison de technologies existantes qui existaient déjà, c'est-à-dire Gutenberg, il a plutôt accommodé différentes technologies existantes, comme la presse qui était utilisée pour le vin, des caractères mobiles et puis de l'encre au plomb. Donc déjà, c'est intéressant, c'est-à-dire une invention vraiment qui va changer le monde, hein, et ça, c'est complètement incontestable. Elle a été faite finalement avec des choses qui existaient parfois depuis plusieurs siècles, comme les caractères mobiles de l'imprimerie. Et ensuite, il disait, mais finalement, on ne peut pas prédire le pouvoir de transformation de ce type d'innovation. Et donc, il faisait une interview fictive de personnes sur un pont à Mayence 50 ans après l'invention de l'imprimerie. Parce que 50 ans après l'invention de l'imprimerie, il y avait déjà, je crois, plusieurs centaines de milliers de livres qui avaient été édités. Donc, c'était une réussite au niveau de l'imprimerie. Et il disait, imaginez, vous interviewez des gens à Mayence, donc là où a eu lieu cette innovation, en fait, où s'est développée cette industrie du livre, hein, puisque c'était déjà devenu une industrie très très tôt, et 50 ans après, et vous leur posez la question, est-ce que vous pensez que ça va, alors, de mémoire, hein, changer la science moderne, permettre de s'affranchir de la religion dominante, faire de l'enfance une époque privilégiée de l'existence, enfin, et il dit toutes ces choses sont arrivées, mais même à Mayence, même 50 ans après, c'était impossible de le prédire. Et donc, il dit ça, et donc j'ai utilisé ça pour dire, en fait, Internet est en train de changer tout ça. Je veux dire, on le voit, c'est en train de changer, c'est-à-dire d'avoir une magnitude de changement qui va bien au-delà de ce que ça a remplacé. Hein, c'est toujours cette idée aussi ces termes un peu buzzword de disruption, est souvent très mal utilisé, mais la disruption, entendue comme ça, c'est-à-dire elle a changé les termes de référence du marché. Ça veut dire que qu'est-ce que c'est qu'un média, qu'est-ce que c'est que un lieu d'habitat ou un lieu de travail, un lieu d'étude avec Internet. Donc c'est cette idée, en fait, tout au début, je commence par là pour dire, en fait, il y a un vrai pouvoir de transformation. Internet a un vrai pouvoir de transformation, mais même au-delà d'Internet, la manière dont Internet a été mis entre les mains des particuliers, des entreprises, des organisations, a un pouvoir de transformation. J'essaie à chaque fois de distinguer, c'est-à-dire d'expliquer que finalement, Internet, c'est la mise en œuvre d'un certain nombre de principes qui existaient déjà à l'époque du Gutenberg, hein, de principes qu'on peut appeler principes d'innovation. Et donc de dire, voilà, si c'est bien utilisé, peut-être que ça a la magnitude de changement, de potentiel de transformation suffisant pour résoudre les problèmes environnementaux qui sont des problèmes extrêmement complexes. Mais ce serait quoi la leçon qu'on devrait tirer de l'histoire de l'imprimerie pour anticiper l'impact environnemental de l'Internet?
Alors, la leçon, c'est que d'une part, il faut être centré sur l'utilisateur, c'est-à-dire le lecteur, et pas sur le producteur, parce que c'est bien ça. Finalement, en permettant la reproduction, la composition simple et indépendante des scribes, avant c'était des scribes Hein. qui à la main, c'était un métier qui date de l'Antiquité, hein, un scribe. Hein. Donc, on voit la capacité aussi du statu quo. Hein. Le métier de scribe très proche du pouvoir, notamment religieux, bloquer quelque part la diffusion de l'écriture. Donc l'imprimerie, elle va pas chercher à satisfaire le scribe, elle va chercher à satisfaire l'utilisateur, enfin la chaîne qui est plutôt en aval vers l'utilisateur. Donc il faut être centré sur l'utilisateur. Ensuite, il faut effectivement utiliser des technologies existantes et pas forcément la technologie magique. Alors, on parlera peut-être de l'intelligence artificielle, mais en tout cas, le côté un peu magique, ça ne sert à rien de l'attendre. Des fois, c'est la combinaison de technologies existantes qui va permettre la fameuse disruption. Et ensuite, le troisième enseignement, c'est que ça a été pensé tout de suite pour passer à l'échelle. C'est-à-dire finalement, une fois que vous avez développé en fait ce modèle-là, eh ben, on peut avoir une imprimerie chez soi, on peut, voilà, il y a une capacité de passer à l'échelle qui est presque sans limite. Hein. Et donc ces trois éléments-là, moi, m'ont semblé fondamentaux en fait dans la capacité de transformation en fait d'une innovation. Donc centré utilisateur, on part des utilisateurs de leurs besoins à eux. Je veux lire des livres pas chers que je puisse même modifier ensuite, etc. Et pas des scribes. L'utilisation de technologies disponibles, on va dire, voilà, avec la combinaison d'une certaine manière, et ensuite le fait de penser dès le début qu'une solution peut passer à l'échelle. Dans le livre, à un moment donné, vous parlez que les innovations de rupture sont souvent mal comprises au départ. Puis à la limite, c'est peut-être ça aussi à l'époque de l'imprimerie, parce qu'on ne savait pas vraiment comment ça allait changer les choses. Mais selon vous, c'est quoi les signaux qu'on devrait surveiller aujourd'hui pour identifier les prochaines grandes ruptures dans le numérique? Alors, les signaux, en fait, c'est des ruptures dans le numérique et puis dans d'autres technologies aussi, Oui. hein, parce que ça s'applique, en fait, ces trois principes-là, ils s'appliquent à d'autres technologies que purement le côté numérique. Ah bah, les signaux à suivre, en fait, je pense, hein, est-ce qu'il y a un chemin technologique, on va dire, assez facile à identifier, visible, qui nécessite pas voilà, une rupture incroyable. Je sais pas si on prend la fusion nucléaire, par exemple. Il y a encore aujourd'hui, alors moi je suis pas spécialiste, mais ce que je comprends, ce que je lis, c'est qu'il y a encore des points qui sont complètement inconnus et qui font qu'on ne sait pas si ça va être dans 5 ans ou dans 40 ans. Euh, En revanche, il y a d'autres technologies où on peut déjà voir à peu près le chemin et c'est une question de moyens, de tests, etc. Donc, on peut prendre l'exemple, par exemple, quand l'avion, quand la voiture sont été inventées, c'était des très mauvaises technologies. Ça a remplacé assez mal, en fait, le cheval Ou le ou, bateau. euh, ou le bateau ou Ouais. même le train. Le train était très Mhm. répandu à l'époque. Et donc, c'était dénigré. On considérait que c'était un peu des jouets, c'était des gadgets. Ça marchait mal. La voiture était limitée à 6 km/h. Il fallait courir devant avec des drapeaux pour faire, parce qu'il y avait des cochers qui Ouais. râlaient. Mais on avait un chemin technologique qui était assez lisible. C'est-à-dire, on voyait à peu près comment ça pouvait s'améliorer. C'est-à-dire, comment alors, on peut reprendre la loi de Moore dans le numérique. Hein. Je veux dire, au bout d'un moment, on voit un peu ces modèles-là. Et donc, on peut se dire, OK, d'ici quelques années, avec un peu d'argent, ou même avec beaucoup d'argent, c'est faisable. C'est-à-dire, il y a la possibilité, et c'est comme ça qu'on est passé. Je crois que les frères Wright, le premier avion, c'est 1903, et Lindbergh, qui traverse l'Atlantique, c'est quand même pas rien. C'est 1927, donc 24 ans, qu'est-ce que c'est? C'est 2001, c'est en septembre, hein. Je veux dire, c'est rien du tout. Donc là, on avait, en fait, et il n'y a pas eu une invention incroyable entre les deux. C'est l'évolution en fait de l'invention de Faraday qui permet ça. Donc pour répondre à votre question, c'est vraiment ça. C'est qu'il y a une lisibilité de choses qui sont faisables, mais peut-être qu'on n'a pas pensé à implémenter de cette manière. On n'a pas pensé à se concentrer sur cette piste-là. Je voulais vous remercier parce que, en lisant votre livre, j'ai découvert un nouveau mot en français que je n'avais jamais vu. Et c'est quand vous parlez du Palm Pilot. Vous parlez de prototype ou quelque chose comme ça. Ou le concept Prototype. du prototype, ouais. Pourquoi vous trouvez, dans votre livre, vous en parlez là, pourquoi vous trouvez que cette méthode-là est sous-utilisée? Ben, d'abord, il faudrait expliquer ce que c'est le concept du prototype, mais pourquoi cette méthode-là ou cette approche-là est sous-utilisée selon vous? En fait, on distingue le prototype du prototype. Le prototype, finalement, c'est un modèle simplifié Mhm. d'un produit dont on a déjà quasiment tout défini.
C'est juste qu'on va le fabriquer. Ah oui, on est très Pour près une de ce que ça voiture. va du rendu, là. On est très près. On a déjà une idée technologiquement parlant assez précise des fonctionnalités, des spécifications. On sait à peu près ce qu'on va faire. Simplement, on n'a pas les moyens ou on veut faire vite. On va sortir une voiture pour le salon de l'auto, des choses comme ça. C'est un prototype. Un prototype, c'est pas du tout ça. Un prototype, ça vient de to pretend, donc supposer, tester en fait cette idée. On va faire les métiers du numérique, ils ont appelé ça le minimal viable product, c'est ça, hein, Mhm, c'est c'est ça, ouais. produit minimal. On va faire le produit qui coûte le moins cher à faire et qui est le plus simple à faire avec les moyens du bord, pour tester finalement l'effet qu'on veut avoir sur les gens. Hein, donc, je prends l'exemple du pan pilote, c'est-à-dire il a testé sur lui-même, donc c'est vraiment le minimum possible, un morceau de bois qu'il mettait dans sa poche, il avait une poche comme ça, et il avait mis des petites feuilles dessus, puis il écrivait dessus comme il aurait pu écrire sur un écran, sauf que de fabriquer l'écran, le logiciel et tout, ça lui aurait pris des semaines, ça aurait sans doute déjà orienté vers un résultat et vers des choix techniques qu'il aurait du mal à remettre en cause. Et pourquoi je parle de ça? C'est parce que, en fait, j'aurais pu écrire un autre livre sur tout ce qu'il ne faut pas faire. Et pour moi, en fait, dans ma pratique et dans mon observation, les cas classiques d'ingénierie, de manière de concevoir un projet et de l'amener au prototype, ce qu'on appelle le cycle en V en ingénierie, où on définit tout au préalable, ensuite on fait des cahiers des charges qu'on passe peut-être à une autre usine, peut-être, Mhm. etc. Ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne très bien pour des choses extrêmement connues, maîtrisées, pour construire des 10 000 voitures par semaine, ça marche très bien. En revanche, pour inventer le nouveau moyen, il faut tester. Et pour tester, il faut être capable d'aller à moindre coût et le plus rapidement possible, tester des hypothèses d'effets utiles et pas tester des technologies. Ça, tester les technologies, c'est dans des laboratoires, on va les mettre contre un mur, on va les faire brûler, etc. Par contre, sur des humains, on peut pas faire ça. Et donc, c'est pour ça que je prends cet exemple, en fait, assez tôt pour dire, voilà, une approche différente. C'est vraiment ça que j'essaie de Mhm. mettre en avant dans le livre. Je dis ces gens-là, les gens de la tech, ils ont une approche différente. Et je prends même l'exemple d'Apple, en fait, puisque Apple n'en manque pas de moyens pour tester tous les logiciels, toutes les hardware possibles. Eh ben, même pour la montre, pour la watch d'Apple, les principaux tests qu'ils ont fait, ils l'ont fait en accrochant un iPhone avec un Velcro et ils ont développé comme ça très rapidement en fait les interfaces qu'ils souhaitaient sur l'iPhone et pas sur une montre où ils auraient dû inventer plein de choses, etc. Et ça, je pense que c'est important parce que faut aussi parler de la résistance des organisations à l'innovation Mhm. et notamment en situation de contrainte de coût, hein, c'est un peu le premier truc qu'on va arrêter. Et donc, c'est important aussi d'expliquer que le numérique, si s'est développé de manière aussi incroyable, c'est parce que il y a des gens qui ont fait le travail de créer l'environnement et de créer des outils pour les autres. Et ça, c'est vraiment important, de créer des standards, de créer des environnements de test, des environnements de conception logicielle, de cybersécurité, etc., pour les autres. Et c'est cet environnement-là qui fait leur succès et qui maintenant qui nous enferme, parce qu'on a du mal à s'en passer. Même les gens qui développent en open source, ils utilisent GitHub, et GitHub, c'est maintenant Microsoft. Donc, vous voyez, je vais un peu rapidement d'un point à l'autre, mais c'est important de bien comprendre d'où ils sont partis. Ils sont partis d'un pari qui était un peu contre-intuitif dans l'industrie, qui était de dire, nous, on va aider des gens à nous concurrencer. On va créer, c'est-à-dire cette idée de prototype, il y a l'exemple du morceau de bois dans la poche, mais elle a été industrialisée par Amazon, notamment avec Amazon Web Services, mais finalement par toute une culture, en fait, des gens du logiciel, des gens de la tech, qui ont cette culture de dire, je veux faciliter, je veux ouvrir le gâteau dans les premiers stades, hein. Ah, Après, c'est différent, après ça se referme. Mais en tout cas, je veux faciliter l'innovation en mettant à disposition au maximum des gens en fait des outils qui permettent de faire ce prototypage, c'est-à-dire de mettre vite, d'aller très très vite avec une page web, avec un compte Instagram, avec maintenant un peu d'IA, je peux faire un site internet, je le mets en ligne et je regarde si ça plaît aux gens. J'ai pas besoin de m'endetter, de faire des prêts à la banque, de prendre des mois à étudier mon truc et à le lancer. Et quand je le lance, en fait, j'ai déjà plein de freins au changement. Je vais dire, ah, en fait, ça m'a coûté tellement cher, je vais quand même pas changer ça, quoi. Donc ça aussi, ça fait partie de l'approche, ce que j'ai appelé design centré utilisateur. Et c'est pas du tout neutre dans la recherche de solutions. C'est-à-dire, aujourd'hui, quand on cherche des solutions pour le contrôle des règlements climatiques, en fait, mhm. euh, combien de temps on a et quels moyens on a pour faire. Donc je pense qu'il faut retenir
de ces expériences-là, en fait, de ces succès-là, ces méthodes-là. Il faut absolument avoir des méthodes, on appelle ça méthode agile en France, hein, Oui, ça tout à aussi fait. c'est un buzzword. Comment on peut avoir ces méthodes agiles qui permettent d'aller très rapidement au contact de l'utilisateur pour tester les choses et pouvoir facilement les remettre en cause. Ben, vous me ramenez donc à vos propos au début de l'entrevue. Vous parliez de l'Internet, vous parliez du changement climatique. Est-ce que vous croyez que l'Internet, ça peut devenir un allié dans la lutte contre les changements climatiques? Alors, pour moi, ça peut le devenir à partir du moment où il y a un équipement en terminaux déjà, si vous regardez les terminaux que les gens ont en main, ou au bureau, sur leur bureau, ou leur télé qui est connectée, ça va être difficile de s'en passer. Je veux dire, de ce côté-là, je vois pas trop de retour en arrière. Donc, de s'en passer pour la partie plutôt contact avec les utilisateurs. On voit aussi que toute cette économie de plateforme qui met en relation les gens, même si elle est dévoyée, je ne conteste pas, mieux remplir les logements, mieux remplir les voitures, mieux utiliser les grids et tout ça, l'énergie. C'est évident. Et l'Internet, au sens la plus technique, cybernétique, il est conçu comme ça. Hein. Je veux dire, donc, encore une fois, il ne faut pas confondre les moyens et le dessin et l'objectif. Je veux dire, si on lui donne un bon objectif, c'est-à-dire si l'objectif n'est pas toujours plus et de ne pas se préoccuper et de tout mettre à la poubelle et on recommence tout avec des nouveaux modèles, des nouveaux data centers, mais s'il est comment je peux mieux utiliser, on arrive à des solutions. Si on devait le réinventer, on réinventerait Internet, je pense. Hein. En tout cas, au moins au niveau dans la conception décentralisée, avec des nœuds, avec la redondance, avec la robustesse, il y a un endroit qui tombe en panne, etc. Donc, je sais que c'est pas des discours très populaires, parce qu'en ce Mhm. moment, on a tendance à voir surtout les mauvais côtés. Mais moi, je reste convaincu que si ça n'existait pas, on le réinventerait. En fait, on réinventerait quelque chose qui ressemble à ça. Et encore une fois, le fait d'avoir les terminaux, on voit que quand les gens savent l'utiliser, je cite l'exemple dans le livre donc, de l'application Yuka que vous avez maintenant, je crois, en Amérique, hein, qui est basée elle-même sur une base de données collaborative qui s'appelle Open Food Facts. Mhm. C'est pour moi un usage extrêmement vertueux d'Internet. C'est-à-dire que ce sont les gens eux-mêmes qui fournissent l'information qui permet à d'autres gens de changer leurs habitudes alimentaires en passant par-dessus les marques. Parce que les marques, elles disent, bah, je préfère quand même pas que les gens savent tout. Moi, je respecte la règle. Voilà, au Canada, on a besoin d'afficher ça, j'en mets pas plus. Et les utilisateurs canadiens disent, non, mais c'est important que les gens sachent plus que ça. Et du coup, Internet, le mobile, permet de diffuser ça. Donc, voilà, si on le supprime, quoi on le remplace? Comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on revient pas au monde d'avant où finalement on avait cette pyramide où des gens en haut décidaient de ce qu'on allait écouter, ce qu'on allait consommer, etc. Ouais, ben, mais justement, mais puis j'allais vous dire, parce que vous avez fait un clin d'œil à la chose, l'IA dans tout ça, est-ce que ça vient perturber les choses? Dans la lecture, aujourd'hui, l'IA, on a du mal à la mettre dans un de ces schémas-là, parce que aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est sorti assez rapidement de projets de recherche, mais ça reste quand même un domaine de recherche. On voit avec DeepSeek contre les modèles, gros modèles type Llama et OpenAI. Et pour moi, on reste sur des problématiques de recherche, telles que c'est interprété. Il y a des chiffres qui ont été sortis sur des Mhm. coûts, etc. Quand on lit plutôt la science, on voit que c'est plus complexe que ça. Je veux dire, ça n'aurait pas dû, selon moi, c'est aller beaucoup trop vite au stade de produit et encore plus au stade de cotation en bourse avec des analystes qui vont dire pour Nvidia, ça c'est. Voilà. Moi, je pense qu'il faut revenir à rester un peu plus longtemps au stade de la recherche parce que c'est d'abord un domaine de recherche, l'IA, qui existe depuis plus de 50 ans. Hein. Mhm. Donc, il faut rester au stade de la recherche. C'est extraordinaire. Je ne nie pas du tout le pouvoir de transformation. Mais aujourd'hui, pour moi, on allait beaucoup trop vite au stade du produit. Et aujourd'hui, les usages de ce produit-là, comme souvent en fait en innovation, ils sont d'abord utilisés pour faire ce qu'on faisait aujourd'hui, c'est-à-dire pas dans un pouvoir de transformation, et donc notamment le marketing, la publicité, les contenus, les fakes. Et donc c'est pour ça que ça m'a donné aussi l'idée de après la tech, c'est-à-dire est-ce que ça n'a pas des chances de plomber en fait le modèle actuel du web marchand qui est basé sur le search et la publicité. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe? Alors maintenant, j'ai vu, il y a un mot, ça s'appelle le slop, mais je ne l'ai pas Mhm. utilisé parce que je ne connaissais pas ce mot-là, qui est finalement, j'ai parlé de saturation, moi, ou d'eutrophisation, c'est-à-dire on est en train de vider de sa substance, en fait, quelque part, un peu le web. Et
avec trop de contenu d'un côté et puis des faux métriques de l'autre, ou de Spotify où il y a des faux morceaux qui sont créés et des fausses écoutes bon, on savait que ça existait déjà et donc l'IA mal utilisée, en fait, au sens utilisé dans un dessin qui n'est pas intéressant, il peut assez rapidement conduire à avoir des résultats de recherche de bien plus mauvaise qualité. Si on passe je sais que l'IA, c'est pas que ChatGPT, c'est pas que le chatbot, mais si jamais, effectivement, on est plus sur une interface où je pose une question et j'ai une réponse, la publicité, là-dedans, on voit que ça fonctionne beaucoup moins bien. On a l'exemple de Alexa, de Siri, où ils n'ont jamais réussi à monétiser ça. Et donc, ça fait que d'un côté, on va avoir une qualité de produit bien moins bonne, puisqu'il y aura beaucoup de résultats qui seront des mauvais résultats, artificiellement générés, mais mauvais. Et de l'autre côté, en fait, un modèle économique qui est vacillant parce qu'on peut plus mettre des publicités comme avant. Aïe, aïe, aïe. Mais ce qui veut dire qu'il faut déjà anticiper ça, qui de toute façon était une courbe un peu plus lente. On voyait bien que ce système, il n'allait pas monter au ciel. Hein, si les arbres ne montent pas au ciel, il n'allait pas pouvoir durer. Ce web gratuit, en compensation, on a l'exploitation des données personnelles et on fournit de la publicité. On voyait que ça ne pouvait pas durer. C'est une parenthèse pour moi. Donc, c'est quoi le coup d'après? Voilà, donc je ne réponds pas sur l'IA parce que pour moi encore, je ne vois pas encore le pouvoir de transformation. Ça ne veut pas dire qu'il n'existe pas. Je ne vois pas encore ce qu'on va en faire. Voilà, on a le gasoline et il est jeté à la poubelle parce qu'on n'utilise qu'une petite partie pour faire les lampes à pétrole. Qu'est-ce qu'on va faire du gasoline? Je ne sais pas. Je vois bien que c'est quelque chose. Ça a un pouvoir calorifique, c'est un pouvoir d'énergie, mais je ne sais pas encore. On n'a pas inventé le moteur à explosion qui va avec. Donc on en est un peu à ce stade-là. On voit que ça va servir à quelque chose, c'est assez extraordinaire. Mais quoi, je ne sais pas. En revanche, je vois déjà ce que ça peut faire pour, quelque part, accélérer la chute du système d'avant. Voilà, c'est plutôt comme ça. Mon livre est daté, désolé, il dit fin 2024. À ce stade-là, moi, c'est ce que je vois. Je ne sais pas si j'aurai raison ou tort, mais en tout cas, les deux vont avoir du mal à cohabiter. C'est-à-dire effectivement un usage plus de dialogue. On parle, on a une réponse un peu magique, et versus j'ai 10 liens bleus que je vais chercher, je vais cliquer, c'est pas le bon. Je vois pas ça cohabiter très longtemps. Voilà. En terminant, qu'est-ce que vous espérez que les lecteurs retirent à la lecture de votre livre là, après la tech? Alors, de ce côté-ci de l'Atlantique, je dirais, il y a une telle défiance maintenant vis-à-vis de la tech qu'on est en train, je dis cette expression, jeter le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire, on est en train de dire finalement tout ça, c'est mauvais, il faut revenir en arrière. Alors, on ne sait pas jusqu'où, hein. Il faut revenir en arrière, faut plus utiliser du tout ces technologies-là. Donc ça, je pense que c'est pas que c'est pas une bonne idée. Qu'il faut plus être soi-même en tant qu'utilisateur vigilant, ça oui, et je pense que j'ai pas besoin de faire un livre dessus, c'est assez évident. Et par contre, qu'il faut s'inspirer de ces méthodes-là, de ces process-là, de ces manières de faire qui ont réussi, encore une fois, qui datent d'avant la tech, hein, c'est design centré utilisateur, la disruption, la capacité de passer à l'échelle, il faut s'en inspirer pour trouver des solutions pour régler les problèmes du dérèglement climatique. C'est vraiment ça que je voudrais, et dire que c'est possible, il y a déjà des gens qui commencent à faire, c'est pas que Internet, hein, c'est finalement utiliser ça pour prendre les problèmes les uns après les autres. J'ai parlé aussi de l'innovation de mission, hein, qui est encore un autre concept, hein, où il y a des coalitions qui sont formées entre le public, le privé et l'académique, hein, pour dire en fait on pousse ensemble pour résoudre un problème, c'est-à-dire on a la même approche que les startups, dans la résolution de problème, on est focus sur le problème, comme ils disent, hein. Et si on n'y arrive pas, on arrête, on essaye autre chose, on ne s'entête pas. Donc, si le livre peut servir à ça, c'est-à-dire à dire, en fait, ne jetez pas tout, gardez, en fait, ce qui a vraiment bien fonctionné. Effectivement, je suis quand même très pessimiste sur la capacité de Google, Apple, etc., de régler ces problèmes-là. Je pense qu'ils s'en fichent complètement. Et ça s'arrange pas depuis le 20 janvier. Voilà. Donc, comptons pas sur eux, comptons sur nous, réutilisons ça, peut-être repartons de l'utopie numérique qui a donné la naissance de ces boîtes-là pour la mettre dans le bon sens et essayer de résoudre. Je ne dis pas que ça va être facile, mais j'ai plus de doutes en fait sur notre capacité à les résoudre sans ça. Vous voyez, c'est nécessaire, mais c'est pas suffisant. Je rappelle que vous êtes l'auteur de Après la tech. Ça vient d'être publié aux éditions Apogée. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Au revoir. Merci. Au revoir.
Pour suivre l'actualité numérique, vous pouvez consulter le site moncarnet.com. Vous y trouverez des extraits du podcast hebdomadaire, mais également des articles pour décrypter l'actualité numérique. moncarnet.com. Le 25 février prochain à Québec se tiendra le Forum Off numérique, un événement qui vise à rassembler experts, citoyens et organisations autour de la question de la fracture numérique. Pour parler de cette réalité et de cette rencontre, on va immédiatement rejoindre le cofondateur et directeur général de l'événement à Québec. Bonjour Marc Janotte. Bonjour. Qu'est-ce que c'est exactement? J'aimerais ça que vous nous le présentiez. Alors, à Vote pour ça, on est un OBNL de participation citoyenne. Depuis 3 ans, on s'est intéressé beaucoup à la question de la fracture numérique, surtout depuis la sortie de la pandémie. On constatait que c'était un fléau qui frappait, qui était évoqué par les acteurs communautaires et qui était nommé par plusieurs citoyens. On a voulu s'intéresser à ça et une des choses qu'on constatait, c'est qu'il y avait très peu d'espace rassembleur, mobilisateur, fédérateur de tout ce qu'on commençait à documenter, à apprendre et on avait des perspectives très différentes entre le milieu communautaire, le milieu technologique ou les professionnels institutionnels dans les ministères ou au sein des municipalités. Qu'on s'est dit, pourquoi pas rassembler toutes ces perspectives-là et de vraiment mettre au cœur de la réflexion les personnes qui vivent de cette fracture-là, sachant qu'elle peut prendre des tournures, des façons de s'exprimer qui est très différentes. Et c'est l'intention de notre journée du mardi prochain, 25 février. Vous dites que ça fait 3 ans que vous vous intéressez à la question. Pourquoi le faire maintenant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui dit, ben là, Oui. faut le faire, là? Pour nous, au sein de notre organisation, il y avait un momentum. On sentait l'appétit à force de réfléchir avec un ensemble d'acteurs. On a pu accompagner le ministère de la cybersécurité et du numérique dans la réalisation de leurs consultations auprès des populations vivant de la fracture numérique. On sentait un intérêt, un appétit, une réflexion qu'on constate assez structurante au sein du ministère. Et donc, on a senti qu'il y avait vraiment des vases communicants et une opportunité à frapper le fer pendant qu'il est chaud, comme on dit. Fait que oui, on sent qu'il y a un appétit et l'émergence de l'intelligence artificielle fait comme un peu exploser la question encore plus. Donc, on se dit, ben c'est une bonne occasion de l'aborder. Selon notre tendance là, de l'Université Laval, on tourne autour de 92 % dans l'adoption de l'Internet, du moins dans l'utilisation. Ça veut dire qu'il y a 8 % de la population qui n'utilise pas, qui n'a pas accès à l'Internet. Si on grossit, là, c'est 1 personne sur 10 au Québec. C'est qui ces gens-là? Ben, non seulement ces gens-là, qui sont en général, la majorité d'entre eux, 65 ans et plus, qui ont grandi à travers des professions qui ne demandaient pas d'avoir une littératie numérique importante et qui se retrouvent à ne pas avoir de besoin. Une autre statistique que je pourrais vous apporter, c'est qu'on estime entre 10 et 15 % de la population québécoise qui soit n'a pas besoin, n'a aucun intérêt ou n'a pas le temps d'utiliser Internet. Donc, déjà, on élargit un peu plus la stat et j'en ajoute une autre, c'est de 12 % seraient non utilisateurs d'Internet, mais 16 % seraient des utilisateurs de base. Ça veut dire que, puis une des façons qu'on l'illustre, c'est imaginer une personne qui a développé sa recette pour aller chercher ses services, ses habitudes. Du jour au lendemain, le site ou l'application qu'il utilise change pour une mise à niveau. Et voilà, sa recette vient de tomber à l'eau. Et donc, moi, je pense que c'est beaucoup plus 1 personne sur 3 au Québec qui est exposée à un risque de la fracture numérique. Ça commence à changer notre façon de le percevoir. Votre organisation, puis vous le disiez, vous avez aidé le gouvernement notamment, mais d'autres organisations à essayer de se trouver là-dedans. J'imagine que vous, dans la vie de tous les jours, vous avez des pistes. Et je sais que pendant le Forum Off numérique, vous allez en discuter, mais je présume que déjà, vous avez des pistes de réflexion sur le sujet pour arriver à essayer d'aider ces gens qui sont débranchés, là. Oui, et bon, tu sais, à Vote pour ça, on est un OBNL de participation. Donc, nous ne sommes pas experts de la question. Non, mais vous avez l'expérience terrain. C'est ça. Et on a beaucoup entendu des commentaires et des commentaires qui sont autant provenant des citoyens, des acteurs communautaires,
Et ce qu'on constate, c'est que les personnes qui vivent de cette fracture-là ont un grand besoin d'à la fois de la confiance et de l'accompagnement. Donc, ils vont se tourner vers des gens au téléphone qui vont les accompagner dans la transaction. Ils vont avoir besoin d'un organisme communautaire dans lequel ils ont confiance pour les aider à se trouver un emploi ou un logement. Ou ils vont approcher des proches, des amis et leur donner de l'information très confidentielle. Et donc, il y a dans ces méthodes d'accompagnement-là que les personnes sentent qu'ils ont besoin, il y a toute une question de la confidentialité de l'information. Donc, une des choses que nous, on perçoit, qu'on pense qu'il y a peut-être une piste de solution intéressante, c'est de s'inspirer des mandats de protection existants auprès de personnes qui ont des aptitudes déclinantes, de voir est-ce qu'il y a une forme de mandat de protection qu'on peut offrir à des personnes qui permet de protéger non seulement des acteurs communautaires à venir en soutien, mais aussi des proches pour s'assurer que les personnes sont bien protégées là-dedans. Ça, c'est une des avenues. Mais ce qu'on constate beaucoup, c'est qu'il faut accompagner ces personnes-là, non seulement à acquérir une littératie numérique, qui est en soi la stratégie prédominante des dernières années, former les gens à utiliser le numérique, mais c'est insuffisant parce qu'il y a beaucoup de freins qui vivent, qui sont très psychologiques. Et donc, ils ont besoin d'avoir une zone de confiance pour les accompagner. Ouais. Et nous, je pense que c'est là qu'il y a la valeur ajoutée à réfléchir à travers les différentes variétés des acteurs, que ce soit technologiques ou communautaires ou ministériels. Puis il faut toujours garder en tête qu'il y a des gens qui ne voudront jamais se brancher là-dessus pour des raisons philosophiques, idéologiques, et on doit les respecter pour ça. Puis de l'autre côté, il y a des gens qui ne se brancheront pas pour des raisons aussi économiques. Il y a aussi un enjeu de localisation des gens. La fracture numérique, là, elle n'est pas la même à Montréal qu'à Québec ou si on va se promener dans le Bas-Saint-Laurent. Elle s'exprime de façon très différente. Notre première compréhension, c'est la couverture du réseau ne se rend pas dans les milieux ruraux. Tout à fait. Et juste ça, c'est un enjeu. Juste ça, c'est un enjeu, mais le gouvernement du Québec a quand même travaillé au cours des dernières années à augmenter la couverture. Donc, on a une piste en devenir, mais la fracture, elle s'exprime aussi dans les centres urbains parce qu'on n'a pas nécessairement accès, du moins que les accès se résument à la bibliothèque du quartier parce que c'est la seule capacité ou moyen d'accéder à un appareil. Et donc, les bibliothèques sont des vecteurs d'accompagnement absolument essentiels qui, dans plusieurs régions du Québec, sont soutenus par des bénévoles. Mm-hmm. Et donc, je pense qu'il faut reconnaître que les bibliothèques ont un rôle absolument essentiel à jouer dans cette stratégie de ne pas laisser personne derrière nous. Et je pense que ça, c'est un bout qui n'est pas encore assez réfléchi, quoique Montréal a quand même fait des gains intéressants sur le rôle des bibliothèques. À Québec, on a aussi un service de médiation numérique ancré dans différentes bibliothèques. Donc, on a de quoi sur lequel s'inspirer pour le reproduire ailleurs au Québec. En terminant, qu'est-ce que vous espérez qui ressorte de ce forum Off numérique le 25 février prochain? Une compréhension commune, parce que les acteurs technologiques parlent de l'accessibilité universelle. Parfait, c'est un vecteur essentiel de l'inclusion numérique. Mais ce qu'on constate, c'est que ce soit des professionnels ministériels qui vont travailler avec des acteurs technologiques pour développer des nouveaux services, ou que ce soit les milieux communautaires qui doivent accompagner des personnes qui vivent de cette fracture-là, une des choses qu'on constate, c'est qu'ils ne se parlent pas, tout ce beau monde-là ensemble. Ça, c'est notre premier gain qu'on veut générer. Deuxième gain, c'est l'importance qu'on peut accorder à impliquer des personnes qui vivent de cette fracture dans la conception de nos solutions numériques. Et ça, c'est une tendance qui fait des très petits pas et qu'on espère qu'on est capable d'accélérer en développant une communauté de pratique. Mais je peux vous dire que tout le monde qui participe au OFF sont les leaders, sont vraiment des leaders. Ils s'intéressent à cette question-là. Ils veulent mettre le pied sur l'accélérateur à accompagner des solutions
Et donc, nous, on est très, très, très optimistes des fruits de cette activité-là. Puis, on aura évidemment l'occasion de se reparler pour vous parler un peu de qu'est-ce qui est dégagé de cette activité. Quelqu'un qui nous écoute et qui voudrait avoir plus d'informations sur l'événement, où il va? Votepour.ca/off numérique en un mot. Vous avez des informations de l'événement. Malheureusement, l'événement est complet. La capacité de la salle est déjà atteinte. Donc, à partir de là, on peut s'inscrire à une infolette et il y aura d'autres activités à venir. C'est sûr qu'on en fait un autre. C'est le début d'une longue conversation. C'est ce qu'on espère. Marc Janotte, cofondateur et directeur général du Forum Off Numérique. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bonne rencontre. Bonne journée. Avec mon prochain invité, je veux attirer votre attention sur des outils de pointe en IA qui se développent ici chez nous. Il y a l'entreprise Beluga qui a développé un outil qui permet aux entreprises ou aux organisations de se raconter par le biais de l'intelligence artificielle. Pour parler de ce nouvel outil, la Narratech, on retrouve le fondateur de Beluga. Bonjour Michael Bechler. Bonjour Bruno. Quand même, c'est pas rien. Hein? Je regardais ça à votre site, Designer narratif. Ça vient d'où cette idée de créer cette appellation? Alors déjà, moi je suis designer à la base. Donc, OK. J'ai commencé dans le design visuel. Ouais. Ensuite, je me suis rendu compte que le design, en règle générale, c'est simplifier les usages. Donc ça va au-delà du visuel. Et comme je fais beaucoup de narratifs maintenant depuis de nombreuses années, j'accompagne les marques à raconter leur histoire et à utiliser le narratif dans leur communication. Je trouvais que le lien entre design et narratif marchait bien. Donc voilà, j'essaye, je change assez régulièrement de titre. Ouais. Mais designer narratif, je trouve que c'est assez mais simple. celui-là, vous devriez le garder plus longtemps parce que ça dit ce que ça dit. Ça attire l'attention. Bref, mais c'est pas pour cette raison-là que je voulais vous parler aujourd'hui. Vous avez lancé un nouvel outil. Évidemment, vous visez les entreprises avec ça, qui leur permet d'utiliser l'intelligence artificielle sans certains risques auxquels on leur attribue. Donc, vous me parlez aujourd'hui de Narratech. Qu'est-ce que c'est exactement? Alors, Narratech, c'est une bibliothèque narrative. Tu vois qu'il y a de nouveau un lien avec le narratif. On est dans le narratif, en fait, ça c'est clair. Ouais. On est dans le narratif de bout en bout. Et en fait, ça part d'une problématique, c'est que comme j'accompagne les entreprises sur comment on va raconter leur histoire, à un moment donné, on s'est retrouvé avec une problématique, c'est j'avais un client qui voulait raconter les 30 ans de l'entreprise. Pour raconter les 30 ans de l'entreprise, un auteur, de quoi il a besoin? Il a besoin de plein de documents, plein de vidéos, plein d'éléments. Il rassemble tout ça. Il s'enferme dans son chalet pendant 15 jours, 3 semaines. Il prend des notes. Et comme on travaille avec l'intelligence artificielle depuis quelques temps... il y a la partie post-it qu'on a oubliée, là. Oui, la partie post-it. Sur les murs, et puis le verre de vin. Exactement. Ouais. Tous les clichés de l'auteur. Oui, du créateur, là. Ouais. On s'est dit, avec l'intelligence artificielle, on peut quand même réduire un peu le temps de traitement de tout ça. Donc, on a créé un premier outil interne qui permettait tu déverses tout dedans. Tes vidéos, elles sont transcrites en texte. Tes documents PDF, on va faire la reconnaissance de caractères. Tes images, on va faire de la description automatique des images. Tout ce que les intelligences artificielles aujourd'hui nous permettent de faire. Mais on est obligé de piocher plein de petits outils à droite et à gauche. Là, on a tout mis dans un seul outil. Tu déverses tout et tu peux commencer à jouer avec. Et la première chose que ça a permis de sortir, c'est toutes les dates. Et d'un seul coup, j'ai une frise chronologique de toutes les dates, quelle que soit la source de l'information. Donc, t'imagines, pour mon auteur, c'est quand même déjà un peu plus facile. Il a de manière chronologique. La chronologie, ouais. Voilà, il retrouve les informations. Et forcément, quand tu dis intelligence artificielle, tu dis, t'es pas obligé de t'arrêter à juste rechercher de l'information. Tu vas pouvoir commencer à lui poser des questions. Et c'est là où ça devient super intéressant d'avoir cet outil central. Tu as tout qui est dedans. Donc, tu as ta bibliothèque narrative, toute ta narration, tous tes écrits, tout ton rédactionnel, même une entrevue comme celle-là aujourd'hui, elle est enregistrée, elle peut être retranscrite. Il y a plein d'outils pour le faire. Mais moi, j'ai ma bibliothèque dans laquelle c'est bien rangé
Et cette bibliothèque, et c'est là où ça devient intéressant pour une entreprise, c'est qu'elle est surtout à moi. C'est-à-dire que je déverse pas ça chez OpenAI ou chez NotebookLM, c'est sur mon serveur à moi. Je vais aller faire des connexions avec la LLM que je choisis, en plus. C'est ça qui est magique, c'est-à-dire que tu n'as plus besoin d'être tributaire ou dépendant des Américains. Et ça, on est bien content de ne pas toujours être dépendant des Américains. Donc, on peut choisir sa LLM, on peut la changer en cours de route. Voilà, on est en train de tester Mistral avec les nouvelles fonctions. On est en train de travailler avec le DigiHub à Shawinigan qui travaille sur une LLM souveraine québécoise. Donc, c'est super intéressant de pouvoir tester des outils comme ça et se dire, bah, nous, on a notre moteur central, on peut le connecter en input à ce qu'on veut et on peut en sortir ce qu'on veut de l'autre côté. On peut avoir un bot conversationnel intelligent, on peut générer des nouveaux contenus à partir des documents que j'ai en interne. Je peux faire des billets de blog, des publications Facebook, etc. Je peux dialoguer avec le contenu que moi j'ai créé. Et c'est un peu la différence avec ChatGPT où si j'ai pas d'inspiration, je vais aller sur ChatGPT, il va m'en donner. Mais le patrimoine narratif d'une entreprise ou d'une marque, moi, c'est ce que je défends depuis des années. Et cet outil, au début de son existence, mais on se rend compte que d'un seul coup, ça ouvre des portes sur plein d'usages différents. Est-ce qu'il y a déjà un de vos clients qui a eu la chance d'utiliser Narratec et d'arriver à créer quelque chose? Alors, nous, on a toujours une règle chez nous, c'est qu'on fait tester à beaucoup de monde. C'est-à-dire que moi, j'aime bien que les autres découvrent des usages auxquels je n'aurais pas pensé. Donc, oui, on a une dizaine de clients maintenant qui utilisent la Narratec à différents niveaux. Ils ont soit leur serveur dédié, soit ils utilisent une version mutuelle qu'on partage à plusieurs. Même si les bases de données sont bien cloisonnées, il n'y a pas de lien entre les sources. Mais on a découvert un usage assez récemment, c'est Zendesk. Je ne sais pas si tu connais cet outil, qui est un outil de ticketing où aujourd'hui ils vendent la solution d'intelligence artificielle qui permet de répondre en utilisant la base de connaissances derrière, une fortune. Et nous, on s'est rendu compte qu'en connectant la base de données Zendesk et en republiant de l'autre côté dans Zendesk, donc nos opérateurs n'utilisent même pas la Narratec. La Narratec est l'outil qui vient mixer un petit peu tout ça. On leur fait économiser des dizaines de milliers de dollars de licences. Et en plus, l'information, elle est chez eux. C'est-à-dire que ils vont pouvoir réutiliser ça de manière très, très efficace. Donc oui, on a plusieurs. On a des collectivités, des municipalités. C'est beaucoup installé sur des sites Internet. Ça permet en quelques minutes d'avoir un robot conversationnel qui fait pas d'hallucination, puisqu'il ne peut se baser que sur le contenu du site. Et ça, on a développé un petit module WordPress, par exemple. Tu connectes ça et 3 minutes après, tu as un moteur conversationnel qui dit pas de bêtises, et ça, c'est assez rare pour le dire, et que j'ai pas besoin d'entraîner, puisqu'en fait, notre outil, il a fait cet entraînement déjà au préalable. En terminant, dans 5 ans, ça va être où, Narratec? Alors, aujourd'hui, c'est une très bonne question. Je sais déjà pas où ça va être dans 15 jours, donc, donc là, tu me prends vraiment au piège. Mais l'idée, en fait, on a plusieurs pistes. Nous, on est là pour créer un outil qui permet à des entreprises, à des organisations, et on est en train de réfléchir avec des organismes entiers. Imagine demain, tu mets ça à disposition de tous les offices de tourisme et chacun peut partager des prompts, des petits agents, puisque en fait la Narratec permet de créer des mini-agents qui vont automatiser des tâches, comme on pourrait le faire avec Custom GPT. Mais imagine, tu mets ça pour tous les offices du tourisme du Québec, qui n'ont pas les mêmes niveaux
d'utilisation de l'intelligence artificielle. Ils n'ont pas besoin d'apprendre à prompter, à utiliser un outil plutôt qu'un autre et à changer. Ils ont une interface et ils peuvent connecter à leur site internet, ils peuvent utiliser les prompts que d'autres ont testés et qui vont partager. Donc, moi, je vois bien un outil très collaboratif qui va être assez modulaire et qui va pouvoir choisir en fonction des usages. Tu peux commencer par un usage, comme j'ai besoin d'un bot sur mon site internet, et après te rendre compte, et d'un seul coup, j'ai une bibliothèque dans laquelle je peux commencer à jouer, je peux rajouter des articles, en faire des nouveaux. Bref, c'est très modulaire et on est capable, bien sûr, de s'adapter sur plein de sujets. Je ne sais pas si on va le faire en open source, si c'est de la marque blanche, etc. Là, c'est les utilisateurs qui nous diront comment ils veulent l'utiliser au final, quoi. Bon, on a 5 ans pour prendre des nouvelles puis voir si c'est rendu là. Michael Bechler, qui est designer narratif, je le rappelle, j'adore le terme. Il est fondateur de Beluga et on lui parlait de cet outil maintenant qu'il utilise pour aider les entreprises à raconter leur histoire qui s'appelle Narratech. Merci beaucoup d'avoir pris du temps pour me parler. Merci, Bruno. Au revoir. À bientôt. Cette semaine à Montréal se tenait la toute première édition du Sommet de l'innovation Tech RH. Et c'est dans ce contexte que Cegid, un des grands joueurs mondiaux des solutions de gestion en infonuagique, a annoncé l'intégration d'agents conversationnels propulsés par l'IA générative dans sa suite Cegid HR. J'étais curieux de savoir ce que ça amenait concrètement dans l'expérience des utilisateurs. Alors, j'ai invité le cofondateur de KMB Lab. C'est une nouvelle filiale de Cegid qui a développé cette évolution du produit. Bonjour Mathieu Lemonnier. Bonjour Bruno. De plus en plus, on voit les IA génératives, puis particulièrement les agents conversationnels être intégrés. Mais quand on décide de faire ça, comment on prend le cheval? Tout à fait. En fait, on se décrit à la base comme des éditeurs de solutions conversationnelles. Donc, on existe depuis 2017. Notre métier, il a été complètement révolutionné à l'essor quand les technologies LLM sont sorties et que du coup, du jour au lendemain, on a pu embarquer du chat GPT au cœur de nos systèmes. Et là, tout naturellement, en fait, on s'est rapproché de Cegid afin d'industrialiser nos différentes solutions sur le parc en fait des clients Cegid, notamment avec la dimension HR. Donc, comment on fait les choses en fait? Donc, on a des solutions clés en main qui sont très souvent des front office qu'on va venir brancher aux outils métiers du client, donc très souvent via des API, pour récupérer deux choses. La première, ça va être récupérer les flux d'offres d'emploi pour pouvoir faciliter un maximum la recherche d'offres d'emploi. On s'est rendu compte qu'il y a un vrai sujet assez complexe de faciliter le parcours candidat. Donc, on offre vraiment des interfaces là-dessus extrêmement fluides, simples et extrêmement efficaces. Et puis après, on va apporter la brique technologique de KMB Labs pour cloisonner l'ensemble de la donnée de nos clients. Parce qu'aujourd'hui, l'essor des technologies des GPT, c'est super, sauf qu'en fait, parfois, on va avoir des sujets d'hallucination, parfois, on va pas aller piocher dans les bons contenus, et aujourd'hui, nos clients sont extrêmement sensibles à la maîtrise de leurs données. Donc, on offre cette garantie avec KMB Labs et donc maintenant avec Cegid en tant qu'agent conversationnel d'offrir des parcours qui sont extrêmement fluides et efficaces. Mais je reviens avec ma question. Comment on aborde l'intégration d'un agent conversationnel dans un outil aussi bien établi que Cegid HR? Parce que les gens sont habitués à quelque chose et là, vous arrivez avec une énorme valeur ajoutée, mais c'est quelque chose de nouveau, là. Tout à fait. Alors, sur le front office, ça va être un copier-coller, c'est un script qu'on va livrer aux clients qui vont pouvoir directement diffuser sur leur site carrière ou dans leurs outils directement en recrutement. Et après, nous, on va leur mettre à disposition un back-office sur lequel, en fait, on va gérer tous les branchements pour eux. Donc, c'est extrêmement simple pour être mis en place, sur lequel le client va pouvoir déposer l'ensemble de ses contenus, l'ensemble de ses thématiques, l'ensemble des questions éventuellement que peuvent avoir les candidats, et on va se charger directement de faire ça. Donc, c'est des branchements API, et puis derrière, tout est paramétré pour que ça soit extrêmement facile et efficace pour les clients. On comprend bien donc que c'est disponible et ça apparaît dans l'environnement de votre client, mais concrètement, qu'est-ce que ça change dans l'expérience de l'utilisateur? Alors, ce qui va profondément changer, c'est que chaque expérience, on souhaite qu'elle devienne unique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on est sur un site carrière, quel que soit le candidat, que je sois un candidat, un jeune diplômé, un profil expérimenté, je vais arriver avec la même expérience. Aujourd'hui, ce qu'on souhaite faire avec les technologies de KMB Labs,
et intégré directement dans Cegid, c'est que chaque candidat puisse avoir un parcours qui soit totalement unique, hyper fluide et totalement personnalisé selon les questions qu'il peut avoir ou selon les recherches qu'il souhaite effectuer. Donc ça, c'est le premier point. Après, ce qu'on va aller chercher, c'est de l'efficacité. Quand un candidat va venir directement sur un espace d'un client Cegid, c'est comment est-ce qu'on va pouvoir le transformer au mieux pour, entre guillemets, maximiser le ROI de nos clients qui investissent massivement pour pouvoir attirer des candidats et derrière les recruter. Alors ça, c'est évidemment dans le plus beau des scénarios, mais je présume qu'il y a déjà des clients avec qui vous avez testé la chose. Ça ressemblait à quoi l'expérience? Alors tout à fait, aujourd'hui, on a, avant d'intégrer Cegid, on avait une grosse soixantaine de clients, donc majoritairement des grosses sociétés avec des gros volumes sur leur site. Donc l'effet, en fait, et directement le bénéfice pour eux, ça a été de mieux convertir leur trafic. Donc, de répondre à toutes les problématiques qu'il peut y avoir dans les ATS, notamment au niveau de la recherche d'offres d'emploi et l'acte de candidature qui est très souvent compliqué parce qu'il faut créer des comptes candidats, il faut remplir éventuellement pas mal de formulaires, le parcours n'est pas forcément adapté au mobile. Donc, en fait, on va prendre en charge toute cette partie-là pour que ça soit le plus fluide possible. Je vous entends depuis le début parler de gros clients. Il faut être gros comment pour pouvoir utiliser cet outil-là? Alors, ça ressemble à quoi le portrait moyen là, des entreprises, des clients qui utilisent ça? On a commencé historiquement à adresser les marchés, entre guillemets, les entreprises qui ont des gros volumes de recrutement. Mais grâce à Cegid, on a pu en fait adresser aussi toute la partie, ce qu'on appelle mid-market. Okay. Donc, les clients qui ont à partir d'une centaine de recrutements par an sont maintenant des clients qui vont être totalement intéressés par les solutions qu'on met à disposition. Puis, une fois qu'on a réussi à faire ça, évidemment, il y a une veille à faire pour s'assurer que ça fonctionne bien et que l'expérience soit optimum pour vos clients puis pour les utilisateurs de cette expérience-là, de cet outil-là. Mais qu'est-ce qui vient après pour vous? Alors, on est déjà en train de s'intégrer massivement dans l'ensemble des produits HR de Cegid. Donc, le but du jeu, encore une fois, c'est comment est-ce qu'on va révolutionner l'expérience candidat et à terme l'expérience collaborateur, où il y a un énorme sujet de mise à disposition d'interfaces très fluides. Et puis, le gros enjeu de demain, ça va être d'aider les spécialistes du recrutement à faire des tâches à leur place, avec les systèmes d'agents qui vont pouvoir, en fait, directement, potentiellement, générer des recherches dans des viviers, placer des candidats d'une banette à une autre, les faire avancer dans les différentes étapes de recrutement, où le sujet, ça va être de se dire comment est-ce que la technologie va aider un maximum le recruteur sur toutes les tâches qui, entre guillemets, n'ont pas forcément toujours de valeur ajoutée. Donc, ça veut dire aussi concrètement suivre un employé tout le long de son parcours dans une organisation. Tout à fait. Alors, dans un premier temps, ça va être le candidat tout le long de son parcours candidat. Ça va être ensuite pour les collaborateurs, notamment où on réfléchit sur les sujets de learning, sur les sujets de gestion des compétences, comment la technologie pourra aider les collaborateurs à monter en puissance. On a aussi ces sujets de comment est-ce qu'on peut aider les recruteurs avec la qualification de l'ensemble du flux entrant des candidats. Où aujourd'hui, par exemple, si je prends l'exemple du Canada, il y a beaucoup de sujets sur est-ce qu'on a les autorisations pour travailler au Canada ou pas, qui peut être un pain de manière claire identifié chez les recruteurs. Donc, la technologie pourra travailler ça. Ce que la technologie pourra faire aussi, c'est d'aller travailler dans les viviers, donc, qui sont aujourd'hui très souvent peu ou pas du tout exploités. Et comment on va permettre aux clients de travailler un peu dans une logique marketing avec non plus des viviers morts, mais avec des CRM à jour sur lequel on pourra mettre en place des campagnes pour animer tout ce pool de candidats. Et ça c'est vraiment un exemple concret de ce que l'IA peut amener, là, et qui était difficilement faisable auparavant. Tout à fait. Et alors, pour ça, on se sert de canaux comme WhatsApp ou comme le SMS. Et maintenant, on va plutôt regarder, nous, le RTS, donc le SMS enrichi, pour offrir des vraies expériences, pour offrir des conversations aux candidats qui souhaitent rejoindre une entreprise. Donc, ça va être des conversations qui vont durer jusqu'à 24 heures, qui vont être totalement gérées de manière automatique par les employeurs pour qualifier, requalifier, embarquer les candidats sur qui vous êtes potentiellement en tant qu'employeur demain. Donc, le gain de temps, il est colossal parce que la technologie, qu'elle qualifie 50 personnes, 5000 personnes ou 1 million de personnes, ça prend le même temps. Donc, la promesse de tout ça, c'est de se dire que les recruteurs pourront demain mettre leur énergie non plus sur 100% des candidats qu'ils reçoivent, mais sur les candidats qui ont de la valeur pour l'entreprise et qui répondent aux critères spécifiques pour le job. Vous, quand vous regardez ce que vous avez fait dans l'intégration des agents conversationnels, dans le cadre de l'outil là, de Cegid HR, pour vous, il était où le défi? Le défi, il était clairement dans l'intégration et comment est-ce qu'on allait pouvoir être totalement connecté dans les outils métiers, comment on allait pouvoir faciliter le quotidien
des utilisateurs. Donc là, je pense directement à nos clients avec des outils faciles, efficaces et extrêmement réactifs. Puis de la même façon, pour pouvoir permettre à Cegid de performer mieux dans tout ce qui est parcours candidat. Donc ça va être globalement comment est-ce que on met en place du ROI de manière très directe pour nos clients et comment est-ce que ça a une utilité réelle et comment est-ce qu'en fait on répond aux besoins du goût du jour. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas de rupture technologique entre le moment où le candidat ou le collaborateur va utiliser la solution et qu'il arrive à ce qu'il souhaite. Et en terminant, qu'est-ce que vous avez retenu? Alors, ce que je retiens, c'est que ça avance énormément, ça va très vite, que quand on regarde le chemin qu'on a parcouru, on s'est dit que c'est incroyable. Et quand on a, nous, lancé KMB Labs en 2017, on ne pensait pas arriver aussi loin en termes d'expérience et en termes de promesses pour nos clients. Et quand on regarde devant, on nous dit qu'il reste beaucoup à faire, qu'on peut être extrêmement imaginatif et qu'avec Cegid, on va gagner du coup en fluidité, on va améliorer les flux, on va améliorer les transferts. Ça va être du coup un très, très fort accélérateur. Ben Mathieu Lemonnier, vous êtes cofondateur de KMB Lab. Merci d'avoir pris du temps pour répondre à mes questions. Merci Bruno. Au revoir. Au revoir. Cette semaine, j'ai le plaisir de retrouver encore une fois Luc Dupont, professeur à l'Université d'Ottawa, avec qui on va revenir sur les 20 ans de YouTube et son impact majeur sur la culture numérique. Bonjour Luc Dupont. Bonjour Bruno. Luc, on est en pleine célébration des 20 ans de YouTube. On en parle depuis la semaine passée. YouTube, là, d'abord, c'est toujours important de rappeler que YouTube, c'est une acquisition de Google. Hein. C'est pas eux qui l'ont démarré. Et c'est une vraie petite idée que 3 bonhommes de PayPal ont eu après leur emploi sur PayPal. Oui, et qui avaient vendu donc leurs actions de PayPal parce que on se souviendra que eBay avait fait l'acquisition de tout ça. Depuis, bon, ils sont scindés là plus récemment, mais l'espace d'un instant, effectivement, ça faisait partie de la même famille. Alors voici 3 gars qui ont fait probablement, on assume, beaucoup d'argent et qui se sont posé la question qu'est-ce qu'on pourrait bien faire pour s'occuper et qui ont et là c'est là où ce qu'on appelle communément le storytelling. Hein. Dans chacun des cas, lorsqu'on leur pose la question et cette fameuse idée, elle vient d'où? Alors dans un cas, on parle de Janet Jackson, le fameux saint qui l'espace d'un instant durant un spectacle de la mi-temps du Super Bowl avait été entrevu et il fallait, je le répète, être très attentif parce que ça a duré, mais là vraiment une microseconde. Dans un autre cas, on a dit non, c'est pas ça, c'est qu'on avait eu un beau party, on avait filmé tout ça par vidéo, puis là, on aurait aimé partager ça. Et on trouvait que c'était pas facile. L'autre version, parce qu'il y en a une troisième ici, c'est l'histoire d'un tsunami. Alors, ils ont dit, mais je voudrais bien voir ce tsunami, évidemment, de visu. Semble-t-il qu'il y a des gens qui ont pris une capture vidéo de tout ça. Et t'as la 4e également qui fait à certains égards un peu de sens aussi, parce qu'on se souviendra que Facebook, à l'origine, chaque soir, on montrait comme ça une série d'étudiants et d'étudiantes et on leur demandait de voter, hein, de face match, en fait, les origines de tout ça. Alors, dans un autre cas, une autre version, ce serait une agence de rencontres. Remarque que je rappelle que c'est des jeunes garçons qui ont lancé ça. Est-ce que ça tient la route? C'est possible. À 20 ans, est-ce que c'est ce qui occupe 25 ans? Beaucoup de nos soirées. Puis à cette époque-là, on n'était pas loin de la génération des télérencontres, hein? Des petites capsules qui passaient à la télé, les gens se décrivaient. Alors, c'est les 4 versions. Quoi qu'il en soit, ça nous rappelle que ça prend une bonne histoire quand on lance quelque chose. eBay serait un autre exemple. On le fera certainement dans un autre entretien. D'autant plus que dans le cas d'eBay, momentanément, on avait remporté le prix de l'histoire de l'année. Et une dizaine d'années plus tard, un des créateurs a dit, écoutez, l'histoire que je vous avais racontée il y a 10 ans n'était pas vraie. C'est une bonne histoire, mais c'est pas ça. Mais ça faisait une bonne histoire, effectivement. Chose est certaine, c'est que ce qu'on sait, c'est que ça débute par la suite. Il faut un bureau. Alors, dans tous les cas, généralement, on parle d'un garage. Je parle de Microsoft. Je pense à Microsoft. Je pense à Apple, entre autres aussi. Mais dans ce cas-ci, c'est pas ça. C'est une pizzeria. Et dans un temps 2, c'est un restaurant chinois. Je précise tout ça parce que j'ai souvenir, et toi aussi certainement, Bruno, des premiers instants de YouTube. Et je t'avoue candidement que si tu m'avais dit un jour que ça deviendrait aussi gros, tu aurais eu une grosse démonstration à faire. Alors, ça commence comme ça et ça débute avec une vidéo qui est encore disponible aujourd'hui au Zoo de San Diego, qui est déposé le 23 avril 2005. Ça dure 18 secondes et on est devant la cage
de l'éléphant. Alors, c'est comme ça. Dont on n'a jamais eu de nouvelles là, par la suite. Oui, effectivement. Ce qui est important, par contre, c'est qu'ils ont eu des nouvelles éventuellement de Google un an plus tard, qui dit, écoutez, on serait peut-être intéressant à faire l'acquisition de tout ça. On vous offrirait ce qui était à l'époque, je le précise, une somme colossale. Et il y avait beaucoup de sceptiques dans la salle. 1,75 milliard en actions. Alors là aussi, ce qu'on ne sait pas depuis, c'est est-ce ils ont vendu par la suite les actions ou ils les ont conservées. Alors, j'espère pour eux qu'ils les ont conservées. Et là, on parlerait soudainement d'une transaction extrêmement intéressante. Quoi qu'il en soit, assez rapidement, Google fait une série de constats. L'avantage d'un site comme celui-là, c'est que jusqu'à ce moment-là, partager des vidéos et là aussi, j'ai souvenir de ça, c'était à peu près immanquablement, ça se faisait par courriel. Aujourd'hui, est-ce qu'on voudrait télécharger comme ça tous ces vidéos-là qui, à un moment donné aussi, l'espace d'un instant, encombraient notre boîte de réception de courriel. Les formats des fichiers aussi. Bon, il y avait une foule de problèmes. C'est comme s'il n'y avait pas de standard. On était littéralement dans le Far West. Alors, YouTube, Google, donc, dit, il y a quelque chose à faire avec ça. Et assez rapidement, on ajoute la pub, immanquablement. On ajoute plus récemment les films, le sport, la NFL, les matchs du dimanche après-midi. En fait, le match du dimanche après-midi, l'un des matchs maintenant est offert sur YouTube. On a tellement ajouté de pubs qu'éventuellement, des gens ont dit j'achèterais peut-être le forfait sans pub et je serais même prêt à payer pour ça. Je précise que Google estime que chaque personne qui va sur YouTube vaut 233 $. Et curieusement, si tu jettes un coup d'œil sur le forfait premium, on est à peu près dans ces eaux-là. Alors, le calcul qu'on a fait, c'est pas parce que tu vas éviter de la pub qu'on fera pas notre 233 $ avec toi. C'est évidemment très habile. Et avec le temps, et sur le plan de la culture pop, je pense que c'est ça la plus grande révolution, c'est que c'est devenu évidemment un incontournable quand on parle de sport, quand on parle de musique. Alors là aussi, je me rappelle de l'époque de Musique Plus, ou de MTV, ou de Much Music. J'attendais inlassablement mon vidéo de Michael Jackson. Et là, dans certains cas, on me disait même, il va passer dans 1 heure. Puis là, je l'attendais. Évidemment, arrive YouTube. Et là, j'ai pas besoin d'attendre. Je peux l'écouter 22 fois en ligne, si je veux. Est-ce que tu irais jusqu'à dire que YouTube est la raison pour laquelle les MTV et les Musique Plus et Much Music sont disparus? En tout cas, oui, dans certainement. Certains cas non plus. Certainement. Parce que, évidemment, dans le cas de Musique Plus, la beauté, c'est qu'on avait compris qu'avec l'arrivée du vidéo, soudainement, la musique, c'était peut-être plus tout à fait quelque chose que tu écoutais, mais quelque chose que tu regardais. Et je pense qu'avec YouTube, on est allé un petit peu plus loin. Et l'autre élément, moi, qui m'apparaît absolument central, puis je me plais toujours à le rappeler aux étudiants, c'est que, rappelons-nous aussi que jusqu'à ce moment-là, j'y reviens, la programmation, c'est pas toi et moi qui la détermine. La programmation, c'est des programmeurs, donc des gens dans leur tour, que ce soit tantôt à Montréal, à Toronto, à New York ou à Paris, et qui disent, c'est à cette heure-ci que ceci va être diffusé. Et là, soudainement, on vient de complètement inverser les polarités. Le gros mot du jour, ce serait paradigme. Mais simplement, ce qu'il faut se rappeler, c'est que soudainement, le patron, c'est nous. D'où l'idée YouTube. Le tube, évidemment, qui est le mot, je dirais, le slang pour téléviseur du côté anglais. Alors là, la beauté, soudainement, c'est que c'est nous qui décidons. Et ça a l'air de rien, ça. C'est comme ça peut sembler tellement banal, mais en même temps, c'est toute la différence au monde, parce qu'à partir du moment où c'est moi qui décide, ça se peut que moi je décide pas ce que toi tu décides, puis ça se peut que toi tu décides pas ce que le voisin décide. Alors soudainement, la programmation c'est nous autres. Et moi ça pour moi c'est une révolution absolument colossale, et c'est l'avant Netflix aussi. Et c'est drôle parce que parler de Netflix, c'est probablement parler du plus grand compétiteur de YouTube. Et le plus grand compétiteur de Netflix, c'est probablement YouTube, par voie de conséquence aussi. Alors, dans ce contexte-là, c'est l'arrivée des YouTubers. C'est même un mot maintenant qu'on utilise. Et moi, au-delà de ça, tu vois, j'en rajouterais une couche. Alors, évidemment, on comprend que c'est la culture pop dans son ensemble. C'est regarder la télévision en direct. Je suis convaincu qu'il y a plein de gens qui nous écoutent qui fréquemment, par exemple, regardent sur YouTube la télévision en direct. Je le fais. Des chaînes, d'ailleurs, souvent qui ne sont pas disponibles sur le forfait canadien ou qui ne seraient probablement pas disponibles sur le forfait européen non plus. Alors tout ça, ça transforme profondément la télévision, si bien que, à certains égards, le futur de YouTube, c'est aussi, est-ce que ça devient pas l'espèce de
quartier général de la consommation de culture pop, parce que ça veut aussi dire à plus ou moins brève échéance peut-être la fin de la câblo-distribution. Parce que pourquoi je m'abonnerais à des chaînes de télé classiques si j'ai accès à tout ça sur YouTube? Et c'est un peu le pari que Google a pris en lançant son Google TV, notamment aux États-Unis, mais qui commence à faire son chemin un petit peu partout. Et quand on sait que le grand patron de YouTube a annoncé la semaine dernière qu'aux États-Unis, maintenant, on regardait plus YouTube sur un téléviseur que sur un ordinateur ou un téléphone, ça dit que la stratégie fonctionne. Oui, et alors de ce côté-là, la beauté dans le cas de YouTube, c'est qu'ils ont eu 2 coups de main du destin. Parfois, tu t'investis, puis là, il se passe quelque chose. C'est évidemment l'iPhone, en 2007, où là, soudainement, oups, parce qu'avec le BlackBerry, on s'en souvient, toi et moi, très bien, c'était intéressant pour l'époque. Mais reconnaissons que sur le plan des capacités ou des possibilités, sur le plan technologique, somme toute, avec le temps, on peut reconnaître que c'était limité. Mais oui, je sais, envoyer des courriels, c'était tellement majeur à cette époque-là. Mais soudainement, donc, on est capable de faire ça. Et évidemment, tu parles de la télévision. La minute où on connecte, alors dans mon cas, c'est Helix. La minute où j'ai connecté mon Helix sur mon téléviseur, la réalité, l'implacable réalité, c'est que YouTube constamment me dit « Luc, je t'observe depuis comme ça quelques années, je soupçonne que tu aimerais ce petit vidéo sur l'histoire de la publicité aux États-Unis. » Mais j'ai jamais dit à YouTube que je voulais voir ça. Et j'écoute ça et je dis « Mais c'est renversant. » Je fais un petit like d'appréciation. Ah, j'aurais peut-être 2 ou 3 suggestions dans la même veine à te faire. Remarquable. Mais alors ça, c'est le téléviseur intelligent, évidemment. On est passé du téléphone intelligent au téléviseur intelligent. Et là, reconnaissons que notre consommation média n'est plus jamais la même après. Alors moi, en toute honnêteté, le moment où j'ai connecté ça, et c'est banal, c'est juste un petit truc avec mon modem, est-ce que je regarde autant la télévision classique maintenant, là, la legacy television, comme on l'appelle parfois, là, la télévision traditionnelle? La réponse courte, c'est non. Et je vais t'en rajouter une autre couche, Bruno. On parlait tantôt de culture pop. C'est aussi la mémoire collective. Alors, 2 ou 3 exemples comme ça. Tu te dis, tiens, en fin de semaine, j'ai le goût de m'amuser un peu, de rigoler. Un bon vieux Coluche, tiens. Est-ce que je peux trouver ça dans mes cartons ici, classé dans ma bibliothèque? Non. Est-ce que je peux me trouver un spectacle de Coluche dans son intégralité sur YouTube? La réponse courte, je te le confirme, c'est oui, je le sais parce que je l'ai fait. Un autre matin, je dis, tiens, ces temps-ci, on parle beaucoup de politique au Québec. Tiens, j'aurais le goût d'aller faire un petit tour dans le passé, 1980, le référendum. Le discours, le soir même, donc, du référendum avec René Lévesque. Il est là et il est disponible. Et là, YouTube me dit, tiens, puisque tu sembles intéressé par ça, j'aurais peut-être 1 ou 2 chaînes québécoises dans lesquelles tu vas retrouver tous ces contenus-là, l'entrevue donc de Parizeau en 95, en 80, etc. Alors ça pour moi, ça c'est la mémoire collective. Et ça, c'est drôle, hein? Pour moi, c'est peut-être aussi important que tout le reste, parce que tout ce qu'on vient de se raconter là, si YouTube n'existait pas, la réalité, encore une fois, l'implacable réalité, c'est que tout ça est aux poubelles de l'histoire. Alors, à cet égard-là, YouTube est devenu un joueur incontournable. C'est devenu un joueur aussi de podcast. Mm-hmm. Et c'est devenu un joueur d'entrevue. Alors, par exemple, peut-être que j'écoutais pas la radio à ce moment-là précisément, mais le soir, le petit YouTube qui me connaît pas mal me dit il y a eu telle entrevue sur telle chaîne canadienne aujourd'hui. Je soupçonne que c'est un sujet qui t'intéresse. Carrément dans le mille. Donc, ce qu'on décrit là, c'est évidemment une révolution complète. Alors, moi, si j'avais à parier sur la suite des choses, je serais pas étonné. Alors, je le dis un peu plus tôt, que ça devienne l'espèce de quartier général, le hub incontournable de la consommation média. Alors là, on vient d'annoncer la fin du câble. C'est ça qu'on vient d'annoncer. Déjà, ESPN a lancé son ESPN Plus et va relancer une autre version prochainement qui va être essentiellement accessible sur ce type de plateforme-là. Et le calcul qu'on fait, c'est que si on livre du contenu similaire à ce qu'on livre à la télévision actuellement, de un, pourquoi s'abonner à la télé? Pourquoi s'abonner au forfait sport de ESPN à la télévision quand je peux avoir le même produit sur YouTube pour une fraction du prix?
Et c'est probablement là qu'on s'en va. Et je serais pas étonné donc qu'éventuellement Google dise, savez-vous quoi? Il y a plusieurs années, en fait, en 2006, on a fait l'acquisition donc de cette plateforme-là pour 1,65 milliard. Ben, on serait peut-être tenté maintenant de la réinscrire, en fait, de l'inscrire en bourse, parce qu'elle n'était pas déjà inscrite à ce moment-là, de l'inscrire en bourse. Et qui sait, ça vaut combien? Ben, ça vaut probablement autant que vaut Netflix. Parce que c'est une chaîne de télé en soi. Ben, oui. Ouais. Luc Dupont, c'est toujours fascinant de t'entendre parler. Je te remercie pour ces propos et puis je rappelle que tu es professeur à l'Université d'Ottawa. Salut, bye. Bye-bye. Autour de mes collègues, et on commence avec Stéphane Berthomet. Cette semaine, Stéphane Berthomet, alias le podcastologue, nous fait découvrir un micro qui pourrait bien révolutionner l'enregistrement pour les podcasteurs et les créateurs de contenu. Je parle du Shure MV7i. Bonjour mon cher Bruno, bonjour les auditrices et les auditeurs de mon carnet, c'est la chronique podcast de Stéphane Berthomet, dit le podcastologue. Alors cette semaine, j'ai eu la chance de tester le dernier micro de la gamme Shure, le MV7i. Et je vous le dis tout de suite, c'est un micro qui peut changer la donne pour les podcasteurs, les créateurs et les musiciens. Alors si vous êtes podcasteur ou créateur de contenu, vous allez souvent vous questionner sur le choix d'un bon micro qui allie la qualité audio, mais aussi la possibilité d'avoir des réglages plutôt divers et variés. Eh bien, le Shure MV7i pourrait être la solution idéale. Avec une interface audio intégrée, une qualité sonore exceptionnelle, une connectivité ultra complète, ce micro promet d'être un outil tout en un qui évite notamment l'achat d'un mixeur ou d'un ampli externe, d'une interface en tout cas externe. Alors, est-ce que le prix de 469 $ canadiens de ce micro justifie cet achat? Eh bien, on va le voir tout de suite en découvrant les points forts et les limites de ce micro que j'ai eu la chance d'essayer en réel. Alors d'abord, la prise en main du micro, il impressionne par son design soigné, sa robustesse. On connaît la gamme MV7 qui est entièrement noire. Il arbore un pavé tactile LED qui permet de couper le son d'un simple contact. Comme on le sait sur cette gamme, Shure a misé sur une connectique ultra flexible avec une prise XLR pour une utilisation professionnelle ou une prise USB-C pour un branchement direct sur l'ordinateur ainsi qu'une entrée 1/4 de pouce TRS pour connecter un autre instrument par exemple. Alors, ce choix technique en fait un micro qui est vraiment adapté aux créateurs de contenu, aux musiciens, mais aussi aux podcasteurs, parce qu'il va vous permettre de faire énormément de choses. D'abord, avant de rentrer dans les détails, un petit bémol quand même, le micro n'est pas livré avec un support de bureau, ni un bras ou une perche, donc il faut prévoir un petit achat supplémentaire qui peut aller d'une vingtaine de dollars jusqu'à une centaine de dollars si vous choisissez une perche par exemple ou un bras de grande qualité. Bon, revenons au micro. Sa principale innovation donc ne réside pas dans sa conception physique, puisqu'il ressemble typiquement à la gamme MV7. Et ce qui le distingue des autres micros dynamiques du marché, c'est son interface audio virtuelle. Contrairement au microphone XLR classique qui nécessite une carte son ou un mixeur, une Rodecaster ou n'importe quoi d'autre qui peut coûter jusqu'à très très cher, eh bien le MV7i permet de connecter directement en passant par lui un deuxième micro ou un instrument sans équipement supplémentaire. C'est une avancée vraiment majeure, c'est vraiment une amélioration assez notable et au-delà de ça, évidemment, le MV7i reste fidèle à la réputation de Shure. C'est un micro dynamique cardioïde qui a été conçu pour capturer la voix avec beaucoup de clarté en minimisant les bruits ambiants. Il encaisse sans problème des niveaux sonores qui sont vraiment important. On parle de 108 décibels, l'équivalent du bruit d'un avion ou quelque chose comme ça. Ça le rend parfaitement adapté à toutes sortes d'enregistrements, y compris les instruments puissants, les instruments de musique puissants. Mais ce qui fait la différence aussi de cet appareil, ce sont les traitements numériques intégrés, DSP, qui permettent d'optimiser davantage la captation audio. Il y a d'abord le denoise en temps réel, qui est l'une des fonctionnalités les plus impressionnantes. Il parvient à supprimer efficacement
efficacement les bruits ambiants, même dans une pièce non insonorisée. J'ai pu l'essayer et il permet de supprimer un bruit blanc jusqu'à 80 décibels, une performance qui est quand même assez surprenante et peu atteinte par ses concurrents. Autre innovation, le Digital Popper Stopper, un filtre numérique qui réduit les plosives. Alors les plosives, vous savez, c'est quand on utilise un P ou un B dans une phrase, ça peut facilement entraîner beaucoup de travail de nettoyage et ça peut ruiner une prise de son. Bien là, on permet directement, sans avoir besoin d'un accessoire supplémentaire, de les supprimer. Il y a le Smart Gate qui ajuste automatiquement le gain du micro pour éviter la diaphonie. La diaphonie, vous savez, c'est quand quelqu'un d'autre parle en même temps que vous et qu'on va capter au loin le son de sa voix. Eh bien, le Smart Gate permet de conserver uniquement la voix de celui qui se trouve en face du micro. Ce sont des fonctionnalités qui sont accessibles directement depuis le microphone et qui simplifient vraiment la vie. Pour ceux qui veulent personnaliser les enregistrements, il y a bien sûr l'application Motive Mix qui est développée par Shure, qui est un atout non négligeable. C'est une application qu'on retrouve sur la plupart des modèles de micro Shure. Elle permet de choisir différents modes d'enregistrement. En l'occurrence, sur ce modèle-là, la stéréo, le multipiste, le mixdown. On peut appliquer différents réglages comme la réduction du bruit, la réverbération ou l'égalisation des fréquences vocales, ce qui fait finalement de cet outil un micro ultra flexible de façon déjà mécanique, mais aussi de façon informatique grâce à son Motive Mix, son logiciel que vous pouvez installer directement sur votre ordinateur. Alors, faut-il choisir le Shure MV7i? Je vous dirais que ce micro s'adresse clairement aux créateurs et aux créatrices sérieuses qui recherchent une bonne configuration sans faire de compromis sur la qualité sonore. Il est idéal pour les podcasteurs, les musiciens, les streamers qui veulent un micro évolutif, flexible, capable de gérer plusieurs sources audio tout en étant d'une qualité studio. Encore une fois, l'interface audio intégrée, c'est vraiment un atout supplémentaire. En revanche, il conviendra peut-être pas, d'abord en fonction de son prix, mais il conviendra peut-être pas aux grands débutants qui préféreront un micro plus simple, un micro qui n'ait pas autant d'options, mais il reste que pour son prix, pour le rapport qualité-prix, pour la qualité sonore de ce micro, ça reste vraiment un excellent choix pour ceux qui veulent un micro polyvalent. Et Dieu sait si au départ, on veut y aller souvent avec des micros d'entrée de gamme et on se rend très rapidement compte, et quand je dis rapidement, ça est parfois en quelques semaines, qu'on aurait dû acheter un micro de qualité supérieure. Je crois qu'en cela, le Shure MV7i est vraiment un excellent choix. Je vous le recommande et je vous souhaite de vous amuser en enregistrant vos futurs podcasts avec ce matériel. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis que l'audio soit avec vous. Stéphane Ricoul explore cette semaine les pistes pour une fiscalité adaptée à l'économie numérique. Dans mes billets précédents, je vous ai proposé une réflexion à savoir si nous étions trop dépendants aux géants du numérique, si l'impôt était encore ce garant de l'équité, si nous devions le réinventer à l'ère du numérique, si rendre fiscalement contributives les données était une utopie. Nous sommes arrivés au cœur du débat. Après avoir exposé les failles criantes du système fiscal actuel et exploré quelques idées fiscalement novatrices, la question qui se pose est simple. Comment traduire ces concepts en modèles applicables? Comment faire en sorte que les acteurs du numérique contribuent à l'intérêt collectif au moins autant qu'ils profitent de l'exploitation des données? La première approche envisageable consiste à taxer le volume de données connectées ou stockées par une entreprise. Le principe est relativement simple. Plus une entreprise accumule de données, plus elle contribue. En pratique, cela pourrait se traduire par une déclaration obligatoire des volumes globaux collectés à des fins commerciales ou publicitaires. Une entreprise stockant, disons, 500 téraoctets de données dans ses serveurs se verrait appliquer un taux proportionnel à cette quantité. Mais comme souvent avec les solutions simples en apparence, les défis techniques et logistiques sont nombreux. Comment s'assurer que les entreprises ne dissimulent pas ces données via des pratiques comme la compression,
le cryptage ou encore la répartition sur plusieurs centres de données situés dans des zones non taxées. Toutefois, il existe des contre-mesures envisageables, notamment l'instauration de sanctions lourdes pour toute fausse déclaration par une entreprise. Si celle-ci souhaite jouer le jeu de la transparence, elle pourrait également profiter d'avantages fiscaux. J'y reviendrai. Une deuxième voie consisterait à taxer le trafic de données cette fois-ci. Plutôt que de se concentrer sur les données stockées ici, il s'agit de surveiller les flux, soit la quantité de données transférées au sein d'un réseau ou d'une plateforme qui pourrait alors devenir la base pour calculer l'impôt. Une approche pertinente puisqu'elle reflète directement l'activité économique des entreprises numériques. Le trafic de données n'est rien d'autre que le carburant de leurs activités commerciales, qu'il s'agisse de vidéos diffusées en streaming, de publicités ciblées ou même de transactions sur des places de marché. Là encore, l'implémentation n'est pas dénuée d'obstacles. Imposer un suivi temps réel ou quasi instantané des volumes de données soulève des préoccupations en termes de confidentialité et de stockage. Pouvons-nous collecter les informations nécessaires pour taxer ces flux sans collecter de manière intrusive le contenu qui y est lié? Une option serait de se contenter des métadonnées, en d'autres termes des informations quantitatives comme la taille et la destination des fichiers transférés, tout en évitant de toucher au contenu des communications. Cette solution, si elle est bien encadrée, offre un compromis entre la faisabilité technique et le respect des libertés individuelles. Nous pourrions également imaginer une approche plus disruptive encore, en poussant le principe de propriété intellectuelle aux données personnelles. Dans ce scénario, chaque internaute serait reconnu comme le détenteur légitime de ces données. Les entreprises qui souhaitent exploiter ces données à des fins commerciales devraient payer un droit de licence aux citoyens concernés. Prenons l'exemple d'une personne qui utilise quotidiennement une plateforme offrant un service gratuit comme un moteur de recherche ou un réseau social. Les données générées par ces interactions, telles que ses recherches, ses habitudes, ses préférences, auraient une valeur monétaire directe. L'entreprise qui collecte et monétise ces données devrait reverser une rémunération sous forme de licence. Un tel modèle remettrait totalement en question le paradigme d'utilisation des données, tel qu'il existe aujourd'hui. Cependant, sa mise en œuvre, encore une fois, s'annonce complexe. Comment déterminer la valeur de chaque contribution individuelle? Et comment structurer la redistribution de ces revenus pour éviter qu'elle n'amplifie justement les inégalités? Une solution pourrait peut-être consister à créer des collectifs de gestion de données, des entités comparables aux sociétés de gestion des droits d'auteur dans le secteur de la musique. Ces organismes centraliseraient les revenus générés et les redistribueraient équitablement et établiraient des normes transparentes. Une quatrième piste consisterait à taxer l'utilisation des infrastructures dans le domaine des données. L'actualité de partout dans le monde nous montre que ces infrastructures, on le vend dans les voiles à coût de centaines de milliards de dollars d'investissement. Que ce soit pour les câbles sous-marins qui relient les continents, les centres de données pour l'intelligence artificielle, les satellites et bien d'autres équipements, taxer directement ces infrastructures au prorata de leur usage commercial permettrait de mutualiser les coûts associés tout en ajoutant une couche de régulation dans un secteur largement dérégulé. Cette approche, toutefois, comporte un risque, au même titre que les autres. Toute augmentation des coûts pour les entreprises pourrait se répercuter sur le consommateur final, sous la forme de prix plus élevés ou d'un accès réduit à certains services. Donc, pour équilibrer ces approches, tout de même contraignantes, il m'apparaît essentiel d'introduire des mesures d'incitation. Taxer les acteurs numériques ne devrait pas être uniquement un bâton, il peut y avoir une carotte. C'est ici qu'intervient l'idée de crédit d'impôt destiné aux bonnes pratiques. Par exemple, une entreprise qui collecte moins de données que ses concurrents et reste sélective dans ses pratiques pourrait bénéficier d'avantages fiscaux significatifs. De même, respecter des normes strictes en matière de cryptage et d'anonymisation des données pourrait ouvrir la voie à des réductions d'impôts. Et à l'ère de la transition écologique, les entreprises qui investissent dans des centres de données plus éco-responsables et moins consommateurs d'énergie pourraient être encouragées par des bonus fiscaux supplémentaires. Les impacts attendus de ces mesures dépassent la simple question de justice fiscale. D'abord, sur le plan environnemental, ces modèles pourraient véritablement transformer les comportements des grandes entreprises vis-à-vis de leur stockage massif de données, souvent inutiles.
Réduire les données superflues, optimiser l'efficacité des infrastructures numériques et passer à des ressources éco-énergétiques ne sont pas seulement des nécessités fiscales, ce sont aussi des priorités urgentes pour lutter contre le changement climatique. Ensuite, il y a la question de l'équité économique. Ces recettes générées par les nouveaux modèles fiscaux offriraient aux États des ressources pour financer la transition numérique et combler les écarts encore criants dans certaines régions ou populations. Cela pourrait couvrir le développement d'infrastructures publiques modernes, la formation aux compétences numériques ou même des subventions pour l'accès aux nouvelles technologies. Bien entendu, il reste des craintes autour d'une taxation jugée parfois excessive. Certains soutiendront que ces politiques risquent de freiner l'innovation ou de créer des disparités entre des acteurs locaux émergents et les mastodontes établis du secteur. Cependant, il est important de rappeler qu'une fiscalité bien calibrée peut aussi catalyser l'innovation. En mettant la barre plus haute sur l'efficience des processus, les entreprises pourraient être contraintes de trouver de nouvelles solutions, de nouveaux modèles, de nouvelles technologies. Enfin, il y a un enjeu crucial de souveraineté. Pendant trop longtemps, les États ont perdu pied face à une économie numérique mondialisée, laissant les géants du numérique imposer leurs propres règles. On le voit très bien avec le coup data du duo Trump-Musk. Et non, c'est pas une erreur de prononciation de ma part, je parle bien de coup data et non de coup d'État. Et c'est un jeu de mots que j'ai repris de Guillaume Ledy de l'ADN Studio. En reprenant la main sur la manière dont ressources et profits sont générés et redistribués, les gouvernements peuvent non seulement réaffirmer leur rôle de régulateur, mais aussi protéger les droits de leurs citoyens. Ces propositions, bien qu'innovantes, ne sont pas de la science-fiction. Des cercles académiques et des institutions internationales commencent déjà à discuter de ces options en détail. Le véritable défi à venir sera de faire preuve d'agilité pour adapter la fiscalité aux réalités technologiques en constante mutation. Pouvons-nous imaginer, pour la première fois, une fiscalité à la hauteur de l'innovation numérique qu'elle cherche à encadrer? Jusqu'où sommes-nous prêts à aller collectivement pour faire de cette transformation une réalité? Le statu quo n'est plus tenable. Les États doivent désormais choisir entre la lenteur et l'ambition. Quant aux citoyens, ils doivent être au cœur de ces futurs modèles fiscaux. Après tout, ce sont leurs données qui alimentent cette économie florissante, et il est plus que temps qu'ils en soient aussi les bénéficiaires. À compter du 3 mars, je vous offre plus de détails dans mon livre « Vos clics, leur cash », qui sera officiellement en vente. Comme à l'habitude, à ce moment-ci, on va rejoindre mon ami Jean-François Poulain pour parler UX. Bonjour Jean-François. Bonjour Bruno. Jean-François, cette semaine, tu as 2 invités. J'ai en fait un invité, puis l'autre invité, il fait une introduction du deuxième invité. Oui. Donc cette semaine, je parle avec Hétard Costa, qui est un étudiant à la maîtrise à l'Université de Montréal au microprogramme en ergonomie et en ingénierie des facteurs humains. Donc c'est un programme très spécialisé, super intéressant, puis c'est sous la gouverne de Philippe Doyon-Poulain qui va justement faire l'introduction de la maîtrise de Hétard. Puis c'est super intéressant parce que Philippe, on lui a parlé qu'à quelques reprises dans le passé, puis on sait qu'il se concentre beaucoup sur l'industrie aéronautique, donc la maîtrise de Hétard est super intéressante dans ce sens-là parce que c'est une des petites parties du casse-tête de toutes les choses qu'ils sont en train d'un peu mettre en place ou d'étudier là-bas que je trouve vraiment intéressante. Puis, c'est un design système. Tu sais, on pourrait imaginer que tous les écrans qu'il y a dans les avions sont uniformisés, Airbus versus Boeing versus toutes les autres, mais pas du tout. En fait, les instructions d'utilisation sont centralisées, mais c'est du texte. Pour le reste, les interfaces sont toutes différentes, customisées pour les besoins de ces différentes compagnies aériennes-là. Donc, ce qu'ils se proposent de faire, c'est quelque chose qui a déjà été fait dans l'industrie des bateaux. Donc, toute la navigation, il y a un design système qui a été fait par une organisation, une OBNL, en Norvège. Évidemment, la Norvège a une industrie de transport maritime importante, donc on pouvait s'attendre à ça d'eux. Et toutes les entreprises au niveau mondial, ils se sont ralliés derrière ce design système-là pour faire que si un employé passe d'une compagnie à une autre, il va se retrouver parce que les interfaces vont être les mêmes. Ça paraît anodin, mais c'est quand même intéressant là, on peut se surprendre que l'industrie aérienne ne l'a pas encore fait. Jean-François, on va l'écouter ton premier invité qui va présenter ton deuxième invité. Et puis, je te remercie pour cette cascade d'invités de cette semaine. Puis on se retrouve la semaine prochaine. Salut. Salut, à la semaine prochaine. Le projet de Hétard. En aviation, en fait, l'enjeu qu'on fait face en facteur humain en aviation, c'est que lorsqu'on conçoit une interface, on doit respecter un gros cahier de charges d'exigences, de standards, de réglementations, de spécifications qui vont de la taille du bouton au contraste nécessaire à la nomenclature des fonctions, la documentation des tests. Ce qui fait en fait que quand on veut concevoir une interface utilisateur juste pour sketcher quelque chose, ça demande
je veux dire, ça demande beaucoup de temps pour être capable de passer à travers les exigences puis juste avoir une interface qui respecte ces exigences. Puis donc, avec Etar, en fait, l'enjeu auquel on a fait face, j'ai demandé, est-ce qu'on serait capable d'utiliser un design de système grand public, voire de l'adapter afin de respecter les exigences qui nous viennent de la réglementation puis des standards. Puis donc, c'est ce qu'il a fait. Il a passé en revue les différents design systèmes qui existent, puis il a essayé de les implémenter dans une page avion, puis voir qu'est-ce qui fonctionnait puis qu'est-ce qui fonctionnait pas. Puis en fait, on s'est rendu compte que ça demandait quand même beaucoup de travail, là, qu'il y a quand même beaucoup de modifications qu'il devrait faire pour pouvoir le rendre viable dans un cadre avion puis respecter les exigences avion. Toutefois, en fait, là, ce qu'il a trouvé le plus intéressant, la plus belle découverte qu'il a fait, c'est en fait, il y a quelqu'un qui a développé une telle chose. Donc, il existe un design système libre accès qui respecte toutes les exigences facteurs humains. C'était construit dans le milieu maritime. Et il l'a pris, il l'a mis sur une page avion, ça a marché presque sans effort. Oh. Puis on a trouvé ça fantastique, en fait. Puis il a été super excité à propos de ça. Puis il est revenu en disant, mais pourquoi on fait pas la même chose en aviation? Pourquoi on n'est pas capable d'avoir, nous aussi, un design système open source pour les académiques et les industriels qui peuvent juste débuter rapidement leur sketch en sachant que ça respecte les exigences, puis en ayant toujours la capacité de eux personnaliser puis garder leur image de marque par après. Fait que là, il est super excité par rapport à ça, puis c'est le message qu'il veut partager là, à toute la communauté avion. Alors, je me retourne vers toi, Héctor Costa, étudiant à la maîtrise, dont Philippe Doyon-Poulain vient de nous faire une très élogieuse introduction. Parle-moi donc de cette maîtrise que tu fais en ce moment à la Polytechnique dans le micro-programme là, Human Factor, le facteur humain. Au début, c'était un projet qui était un peu différent. En fait, on avait commencé, parce que là, Philippe fait beaucoup de recherches aussi en tout ce qui touche les interfaces avioniques tactiles. Nous, on s'était dit qu'il n'y avait pas beaucoup de recherches qui étaient faites plus du côté esthétique. Ça fait qu'on avait commencé vraiment à faire une revue de littérature sur les interfaces avioniques tactiles avec un focus sur un écran particulier du FMS, parce qu'il y a beaucoup d'écrans au niveau des avions. C'est qu'on se concentrait beaucoup sur l'écran de route legs. Ça, c'est l'écran qui est entre le pilote et le copilote? Ben, il y en a plusieurs qui sont entre les deux, mais ça, c'est comme un écran du FMS vraiment pour la route. Ça fait que tu vois tous les waypoints. On peut penser un peu comme un genre de Google Maps, mais pour le pilote. Les waypoints étant les points de transit où ils vont changer de cap pour se rendre à leur destination finale. Tu sais, j'avais beaucoup de misère avec ce projet-là. Je suis pas quelqu'un qui vient de ce milieu du tout. Là, je travaille plus en assurance, en design UX en assurance. Avant ça, j'étais en IA. Ça fait que les avions, c'est quelque chose que je trouve vraiment très intéressant, mais c'est pas du tout mon milieu. J'avais beaucoup de difficultés à trouver des écrans. Il y avait certains manuels que je pouvais trouver facilement en ligne, là, mais je pouvais pas vraiment analyser les écrans parce qu'ils étaient juste pas disponibles. Ouais. Et tout ce qui concerne les standards, tu en as beaucoup. Et tu as beaucoup de choses à lire, mais au bout du compte, ça ne dit pas grand-chose. Tu as beaucoup d'informations à très haut niveau, mais c'est vague. Là. Pour quelqu'un qui veut travailler sur ça, puis analyser des interfaces, c'est très vague parce que tu peux techniquement avoir une interface qui répond à vraiment tous ces critères-là de haut niveau, mais qui, dans les faits, c'est pas une interface qui marche super bien. C'est étonnant parce que c'est un milieu dans lequel on s'attendrait à ce qu'il y ait une uniformisation, mais cette uniformisation, elle est au niveau des pratiques et pas des visuels et pas des écrans nécessairement. Ils ont tous les mêmes paramètres, mais ils n'ont pas la même interprétation de ces paramètres-là. Ça représente quasiment un danger quand on pense à l'interprétation qu'un pilote peut en faire s'il change d'un avion à un autre, ce qui peut arriver, j'imagine. Ça peut quand même être pas évident. On va pas faire peur à personne, mais ça peut être un peu épeurant quand même. C'est clair, là, c'est vraiment, c'est pas quelque chose qui arrive seulement dans cette industrie-là. C'est quelque chose qui arrive dans beaucoup d'industries. On peut penser justement à l'industrie maritime, puis même à l'industrie de l'assurance. Parce que le côté visuel, c'est pas nécessairement le core business. C'est vraiment plus axé ingénieur, axé processus, axé paramètres, comme tu as dit. Ça fait que c'est pas le côté... c'est le côté humain. On parle du côté humain. Nous, on est les designers UX. Donc, quand on parle des interfaces, c'est quand même la finalité qui va être utilisée par un humain au bout de la ligne et qui est, encore dans cette industrie-là comme dans d'autres, négligée. Oui, c'est sûr que ça change tranquillement, mais effectivement, c'est encore très négligé. Mais c'est tout ça pour dire que il y avait beaucoup d'informations qui étaient manquantes, surtout pour quelqu'un de nouveau dans le domaine. Et là, on a comme décidé de changer un peu le cap, puis d'explorer un peu les design systèmes sur le marché qui existaient de manière globale, tout ce qui est Material Design, c'est Carbon de IBM, c'est Human Interface Guidelines d'Apple, et voir est-ce qu'on peut appliquer ça
à des écrans de FMS, puis voir qu'est-ce que ça donne. Et là, j'ai commencé à faire ça, puis j'ai beaucoup exploré. Puis finalement, j'avais trouvé un exemple qui s'appelle OpenBridge. Et c'est un design système ouvert qui a été créé en Norvège pour l'industrie maritime. Et là, justement, je voyais pourquoi ils ont créé un design système, puis expliquaient c'était exactement les mêmes problèmes que tu vois dans l'industrie de l'aviation. Il y a beaucoup de réglementations, beaucoup de standards différents, mais qui sont à très haut niveau. Tu as beaucoup d'interfaces qui sont complètement différentes. Je pense que l'industrie maritime, c'est encore pire, là, parce que tu peux... je voyais que souvent, dans des navires, ils peuvent avoir jusqu'à 70 fournisseurs différents. Ça fait que tu peux interagir avec des interfaces qui sont complètement différentes. Ils ont fait ça, puis j'ai commencé à explorer. Puis j'en parlais à Philippe et je disais, mais en fait, là, la solution pour tout ça, ce serait de créer un design système de préférence ouvert pour l'industrie de l'aviation. Et là, j'ai commencé à explorer un peu ce serait quoi les avantages, les désavantages, comment on pourrait faire ça, ce serait quoi les prochaines étapes. Et là, c'est vraiment, c'est le projet, on est vraiment rendu là. J'ai fait beaucoup de recherches par rapport aux avantages, désavantages des design systèmes existants. Pourquoi en créer un nouveau? C'est pour vraiment les spécificités de l'aviation, là, parce que ça en a pas mal. C'est un projet qui est politique. Ça prend beaucoup de joueurs, ça prend beaucoup de collaboration, ça prend beaucoup d'évangélisation. Et effectivement, la force des design systèmes ouverts, c'est vraiment l'intelligence collective. C'est que plus on a de collaborateurs, plus qu'on a vraiment d'adoption, ben, mieux le design système va évoluer. Et là, plus on teste dans la vraie vie, plus ça va évoluer. Et c'est vraiment un très grand avantage, mais c'est aussi un peu le défi là, de créer un énorme défi. C'est vrai que le faire accepter par tout le monde avec une base de travail, c'est une chose. De leur demander d'y collaborer et d'y ajouter les choses qu'ils auront améliorées de leur côté. Ouch, le secret professionnel dans ces cercles-là où le côté compétition est très aiguisé entre les compagnies aériennes. Là. Mais oui, c'est sûr que c'est un milieu comme beaucoup d'autres, là, comme je disais aussi, l'industrie maritime ou l'industrie de l'assurance, c'est des milieux qui sont très qui ont de l'aversité au risque. C'est des milieux qui sont assez conservateurs. Là. Et c'est normal, là, c'est des milieux à sécurité critique. C'est que les convaincre à collaborer comme ça de manière ouverte, c'est pas facile, mais c'est un enjeu qui est très intéressant, de un. Ouais. Puis de deux, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment qu'on fasse parce qu'il y a comme je disais, il y a beaucoup d'avantages à tous les niveaux. Et au bout du compte, ces compagnies-là gagneraient, l'industrie gagnerait, les pilotes gagneraient, nous en tant que clients, puis la formation, les universités, les professeurs, ils gagneraient, ils pourraient l'utiliser pour faire plein de formations différentes. C'est la base même de notre industrie du UX qu'on est en train de décrire là. Ce que tu es en train de faire, c'est de rassembler des joueurs, mais là, c'est un niveau de difficulté plus élevé, mais c'est de rassembler des joueurs dans une seule industrie autour d'un outil qui les aiderait à sauver du temps, à sauver de l'argent, s'ils veulent bien embarquer. Mais c'est le même combat qu'on peut avoir dans des grandes organisations, dans des grandes compagnies d'assurance, dans des grandes compagnies d'énergie. C'est toujours le même combat intersilo où les gens se parlent pas suffisamment et perdent un peu leur temps et leur argent parce qu'ils ont oublié de se parler entre eux. En les forçant à se parler, on les force un peu à économiser en temps et argent, quoi. Et non seulement ça, mais souvent quand on pense design système, on a cette idée-là que ça brime l'innovation, qu'on va avoir tous des écrans pareils, mais justement, on va avoir déjà des réponses ou des débuts de réponses pour des problèmes qui sont communs. Et là, on va pouvoir prendre ce temps-là et cet argent qu'on économise pour répondre à des problèmes plus complexes et justement à innover. C'est un bon argument de vente pour les entreprises qui hésitent à mettre ça en place pour leur force de développeurs. Tous les développeurs à l'interne qui travaillent tous un peu de leur côté. Quand ils travaillent avec un design system, ça brime pas la créativité de personne. Au contraire, ça leur permet de sauver du temps pour le mettre sur autre chose. Comme tu dis, je trouve ça brillant. Là. C'est vraiment comme des blocs Lego ou des ingrédients. Ou même en alphabet, tu es en train de créer tes lettres. Et avec tes lettres, tu peux créer des mots que tu vas pouvoir réutiliser pour créer des phrases écrites. C'est vrai. Livres, là, ou différents. C'est une belle métaphore. Oui, tu peux faire ça avec n'importe quoi aussi, avec tout ce qui est la cuisine. Là, c'est comme si tu avais des ingrédients, des débuts des recettes. Pas mal, c'est des ingrédients avec des recettes. Et avec ça, tu peux faire des plats différents. Et après ça, tu peux faire des soupers différents, des dîners différents avec ça. Chaque restaurant va avoir des recettes différentes. Là, c'est pas tout en utilisant les mêmes ingrédients. Super intéressant. Écoute, remercie beaucoup pour ton temps aujourd'hui. Merci. Merci.
bien, c'est ainsi que se termine cette édition de Mon Carnet. Un gros merci à nos invités. Merci à mes collègues. Je pense à Jérôme Colombin, Stéphane Berthomet, Stéphane Ricoul et Jean-François Poulain pour leur présence cette semaine. Puis merci à vous aussi qui avez été là jusqu'à la toute fin. Merci d'avoir été là. Très heureux d'avoir passé ce bout de journée avec vous. Je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle édition de Mon Carnet. Et puis à lundi, si vous avez pris la bonne habitude d'écouter 120 secondes de tech au quotidien. Au revoir, portez-vous bien.